Béatrice Parent, vous êtes juriste en droit de l'environnement et de la santé à l'Université Paris 8. François Veillerette, président ou directeur association Génération Future. André Picot, qui était là ce matin. Non, en fait, je ne devrais pas vous appeler toxicologue. Hein. Toxicochimiste. Et Paul François, agriculteur. On vous connaît depuis peu. Malheureusement pour ce qui vous est arrivé suite à l'intoxication aiguë avec un pesticide, un herbicide qui n'est plus utilisé, interdit, pire que le glyphosate à l'époque, le Lasso. Vous avez porté plainte contre Monsanto. Voilà. Donc Monsanto ne vous aime pas beaucoup. Vous êtes sorti de votre rôle. Comment vous en êtes venu à oser dire... comment dirais-je, à oser dire que vous avez été victime. C'est pas facile d'endosser ce statut de victime vis-à-vis du monde paysan qui est le vôtre, vis-à-vis du monde autour, des médias, des associations. Comment vous avez pris ce rôle? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de faire ce pas en avant vers la médiatisation de votre vie, finalement? Alors, je vais essayer de faire court parce que François m'a dit qu'il partait dans 40 minutes. Moi, je n'ai pas cette contrainte pour ce soir. Comment on en arrive là? Alors, moi, j'écoute avec beaucoup d'attention depuis ce matin à la fois des scientifiques, sociologues, voire philosophes. André Picot, on se connaît bien, c'est un ami. Aujourd'hui, François aussi. Ces deux personnes, c'est à travers mon combat que je les ai connus. Alors comment on en arrive à... Alors je ne sais pas si c'est un rôle d'ailleurs, c'est une situation dont je me serais bien passé. Moi je suis certainement le moins diplômé de tous ceux que j'ai entendus depuis ce matin, vu que je dois avoir bac-5 à peu près. Et donc moi je suis un autodidacte dans mon métier d'agriculteur et surtout un autodidacte dans ce combat que je mène effectivement depuis 2000, parce que j'ai porté plainte contre la société Monsanto depuis 2007. Pourquoi avoir porté plainte contre la société Monsanto? Tout simplement qu'effectivement, suite à une intoxication aiguë, je suis agriculteur céréalier dans le nord de la Charente, une exploitation de 240 hectares de céréales, dit grosse exploitation céréalière. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, grande par sa taille, mais grosse, je ne sais pas. Et en tous les cas, il ne faut surtout pas comparer le nord de la Charente aux plaines fertiles de Beauce ou de Picardie. Donc moi, j'avais ce parcours d'agriculteur intensif dans les années 80-90. Et effectivement, en 2004, en manipulant un herbicide fabriqué par la société Monsanto, du Lasso, mélange d'alachlore et de monochlorobenzène, j'ai subi une intoxication aiguë qui a entraîné plusieurs mois d'arrêt de travail et surtout 5 mois d'hospitalisation. Et comme pendant cette hospitalisation, le livre que j'ai écrit, c'était pour expliquer aussi cette partie-là. Chez Fayard, le livre s'appelle Un paysan contre Monsanto. Voilà, chez Fayard. Voilà. Et donc, première étape a été, André a rencontré mon épouse à ce moment-là, et un de mes frères, la première bataille a été de faire le lien, parce qu'avant même de savoir si Monsanto a un peu, des fois, on le voit dans les Monsanto Papers, sur les études, mais c'est que la première interférence, elle est venue que de certains médecins se sont refusés de me prendre en charge correctement parce qu'ils avaient des liens, pas avec forcément Monsanto, il n'y a encore qu'un, on a pu prouver qu'un toxicologue avait des liens directs avec Monsanto. Et les centres antipoison n'avaient pas fait leur boulot. Deuxième étape, ça a été, une fois guéri, une fois à peu près en bonne santé, reconnaissance en maladie professionnelle, 50 procédures. Et pendant cette procédure en reconnaissance en maladie professionnelle, il m'est apparu à peu près certain que Monsanto ne pouvait pas ignorer la dangerosité du produit pour 2 faits bien particuliers. C'est que ce produit avait été retiré du marché canadien en 1985 et la plupart des États américains 92-91. Donc si c'était dangereux sur un marché très porteur, parce qu'à l'époque le Lasso était, à l'époque, dans les années 80-90, c'était le produit phare avant même le Roundup pour Monsanto. Et si en 85 le Canada, alors que c'est un herbicide spécifique au soja et au maïs, l'interdisent et que Monsanto perd ce marché, c'est bien qu'il est dangereux. Donc ça, c'était un premier fait. Et quand j'ai eu accès au dossier d'homologation en Belgique, là aussi, c'était évident que la société savait sa dangerosité. Donc, une idée complètement folle, suite encouragée par Henri Pézra, dont on a parlé beaucoup ce matin, encouragé. Il ne m'a jamais dit de porter plainte. Il m'a fait comprendre qu'à un moment donné, vu ce qui s'était passé dans l'amiante, il fallait que ces sociétés, ça a été dit ce matin,
puisse être amené à être condamné. Donc j'ai porté plainte au civil, ici à Lyon, parce que le siège social de Monsanto est à Lyon. Première décision février 2012, le TGI de Lyon condamne Monsanto pour défaut d'information. La Cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision en septembre 2015. Et la Cour de cassation, le 7 juillet dernier, nous renvoie devant la Cour de cassation, estimant que le fondement, à savoir défaut d'information sur l'étiquette, n'est pas le bon, mais que la Cour de cassation estime que ce serait tout simplement un produit défectueux. Donc retour à la case départ. Cela veut dire que pour moi, il y a quelques mois, enfin pas quelques mois, il y a 1 mois et demi, j'avais décidé une fois de plus de stopper cette procédure parce que s'attaquer à Monsanto, c'est violent. C'est une machine à broyer. Financièrement, ça devenait très difficile parce que, même sans voir, je le dis souvent, mes avocats, je ne les ai toujours pas rémunérés, mais les frais annexes, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Encouragé par mes 2 filles, j'ai lancé un fonds participatif et qui a levé déjà plus de 50 000 euros, ce qui nous permet déjà de payer la procédure que nous avons effectuée et j'ai pris la décision de continuer le combat contre Monsanto. Je dirais peut-être quelques mots tout à l'heure sur je suis aussi président de l'association Phytovictimes, et avant de donner et juste préciser peut-être, depuis que je vous écoute ce matin, mais je le savais avant, on parle des Monsanto Papers et puis de toutes les études, on parle souvent de copier-coller. Moi, je peux vous dire qu'une fois de plus, ce que j'entends depuis ce matin quand on parle de la problématique amiante, le processus des industriels dans l'amiante, c'est la même. C'est exactement aujourd'hui, les industriels des pesticides agissent de la même manière, à savoir qu'en permanence, on fournit... Alors, quand on parle de l'usage contrôlé de l'amiante, aujourd'hui, on nous parle des pesticides qui seraient avec l'agriculture durable, après toutes les préconisations qui sont données. Maintenant, on sait utiliser, nous les paysans, on sait utiliser les pesticides, et donc il n'y a plus de problème. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et à chaque fois, le problème des pesticides, il remonte aussi pas... à peu près aussi au début du XXe siècle. Hein. Les premières alertes, elles sont, surtout avec l'arsenic de soude par exemple, elles sont du début du XXe siècle. Et une fois de plus, on nous fait un chantage à l'emploi. Alors nous, c'est un petit peu différent dans le milieu agricole parce que l'emploi n'est pas tout à fait le même, mais on nous dit qu'il n'y aura plus de paysannerie française si on supprime les pesticides et on ne pourra plus nourrir la planète si on supprime les pesticides. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Moi, à titre personnel, je suis passé d'une agriculture très intensive. J'en ai mis la moitié en bio et l'autre partie va certainement être en conversion assez rapidement maintenant. Le but étant que j'ai 54 ans et que tout soit en bio quand j'aurai 60 ans. Quand je dis toujours que quand je laisserai mon exploitation, je voudrais qu'elle soit propre et viable. Et les deux ne sont pas incompatibles. Ce que disent de plus en plus d'agriculteurs que je rencontre. François Veillerette, vous confirmez ce constat un peu déprimant. Le schéma mis en œuvre par l'affaire de l'amiante continue. C'est toujours la dénégation, c'est toujours pousser les victimes à s'épuiser dans des procès sans fin. Il y a des schémas rigoureusement identiques. Sur l'affaire de l'amiante, il y avait la théorie poussée qui était celle de l'utilisation contrôlée de l'amiante. Là, c'est la même chose qui a été appliquée sur les pesticides. On a dit finalement aux professionnels, si vous suivez les bonnes pratiques agricoles, si vous utilisez les produits correctement, le risque est négligeable. Sous-entendu, si vous avez un problème, c'est parce que vous avez mal utilisé les produits, et donc c'est un tour de passe-passe des firmes qui consiste finalement à transférer la responsabilité qui est la leur, responsabilité de producteur, à l'utilisateur final, ce qui est quand même un tour de passe-passe assez habile. Alors comment on s'en sort? Alors vous êtes équipé, vous n'étiez pas forcément équipé en termes de communication, de procédure, de tous ces jeux de rôle qui ont lieu dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous avez conseillé du coup à Paul François? Est-ce qu'il y a une méthode pour contourner? Si on avait une méthode miracle, je serais en retraite. Mais non, on connaît des principes de base de l'organisation pour pouvoir essayer justement de faire valoir des droits. C'est ça le boulot des ONG. Et c'est vrai que dans ce domaine, il y a eu une rencontre assez improbable entre notre ONG Génération Future et un groupe d'agriculteurs autour de Paul François. On n'était pas forcément fait pour se rencontrer et travailler ensemble, mais il se trouve que nous, on avait lancé... quelques années avant que la situation de Paul devienne médiatique, une campagne sur les victimes des pesticides. On essayait de rendre visibles les agriculteurs malades des pesticides, ce qui était un truc que la profession ne voulait pas voir. Ces gens-là étaient mis dans un coin, tenus à l'écart de la profession, indemnisés, mais pas du tout médiatisés, enfin indemnisés dans le meilleur des cas, mais souvent pas d'ailleurs, et mis à l'écart. Et donc...
suite à différentes circonstances, à la réalisation d'un documentaire, etc. Et notre campagne, l'affaire de Paul François qui commençait à devenir médiatique, on s'est rencontrés et nous, on a simplement fait notre part pour essayer d'amener ce qu'on savait faire dans cette réflexion à plusieurs. Il y avait des scientifiques aussi, comme André, des juristes, etc., pour les aider à s'organiser. Effectivement, on est content que ça ait pu déboucher sur la création d'une association d'agriculteurs victimes des pesticides autonomes qui prend leur destin en main. Voilà. Et ce qui prouve aussi qu'il n'y a pas de coupure irrémédiable entre le monde des écologistes et le monde des agriculteurs, pour peu qu'ils travaillent dans le même sens, avec les mêmes objectifs. Alors ça, en théorie, c'est vrai, mais en pratique, vous disiez vous-même par téléphone que c'est assez unique, cette collaboration. Oui, je crois que c'est assez unique. Mais enfin, si on y est arrivé, nous, on n'est pas plus malin que les autres. Donc si on est arrivé, ça veut dire qu'ailleurs, ça pourrait se reproduire aussi. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un déni. Je parle même pas du danger, parce que je pense que tous les agriculteurs savent que ces produits sont dangereux. Il y a bien... Non, il n'y a pas une étiquette tête de mort, il n'y a pas une étiquette sur le lasso, par exemple. Alors sur le lasso, il n'y a surtout pas c'est bien le dernier produit où vous allez trouver une tête de mort. Il ne faut pas oublier que dans les années 80, beaucoup ne s'en souviennent pas, le glyphosate, ils ont fait une demande, la société Monsanto a fait une demande pour qu'il soit homologué en agriculture biologique. Ouais. Parce que ce produit était biodégradable. Tout le monde se souvient de la publicité, donc c'est Rivière de Bretagne et je crois vous, Génération, qui avait fait retirer cette publicité. Mais quand vous allez dans les pays tels que le Canada, il y a encore la publicité avec le petit chien qui mange son os, ce produit est biodégradable. Donc s'il y a bien un produit dans les magasins de phyto qui n'a pas une tête de mort, c'est bien le glyphosate. Et d'ailleurs, si les agriculteurs aujourd'hui, certains agriculteurs le défendent, c'est qu'ils disent que celui-ci, c'est certainement le moins dangereux. Donc, par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ce qu'on a encore aujourd'hui. Avant que vous me posiez la question, mais je crois que je vous l'ai dit au téléphone, moi, ça n'a pas été bien pris par la profession, enfin, par la profession, oui, mais par certains ONG c'est un peu plus radical, quand j'ai dit le glyphosate, il ne faut surtout pas l'interdire du jour au lendemain. Oui, il faut le retirer, mais pas du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce que la plupart des agriculteurs vont le remplacer par des molécules à notre disposition, encore plus nocif. Mais encore plus nocif. Alors, voilà, donc il faut donner du temps. 3 ans, ça me paraissait bien, donc 5 ans, pourquoi pas, mais il faut donner un peu de temps. En tous les cas, il n'y a pas de tête de mort. Et s'il y a de la tête de mort dessus, sur certains produits, et encore je ne le connais pas, parce que les pictogrammes, il faut avoir fait un bac plus 5 pour des fois arriver à les déchiffrer. Mais même quand l'agriculteur est au courant, il dit oui, mais si... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'usage contrôlé de l'amiante. Si je fais attention... à condition parce qu'ils fassent attention. Parce que 20% des agriculteurs, malheureusement, il n'y a que 20% des agriculteurs qui se protègent correctement. Et encore, à savoir, est-ce que les EPI, équipements de protection individuelle, sont bien efficaces. Donc il y a un déni de la profession. Alors pourquoi il y a un déni de la profession ? D'abord parce qu'il y a un double langage qui est tenu dans nos fermes. On nous dit, si vous travaillez, oui, il faut faire attention. Mais si vous travaillez avec une tenue de cosmonaute, parce que j'appelle ça comme ça... Vous allez donner une mauvaise image. Ça donne une mauvaise image. Donc déjà, faites attention à ce que vous faites. Mais ça, bien sûr, on ne vous le dira jamais officiellement. Ensuite, vous avez encore plein de publicités que l'on a dans les journaux agricoles. Et je peux vous dire que quand ces publicités-là, j'aurais pu vous en emmener, je les montre souvent, avec l'association Phyto Victimes, on en parle, ça ne donne pas envie de se protéger. Vous avez des produits qui s'appellent Caramba. Ça peut être choisi. Caramba. Voilà, Caramba. Donc c'est pas le nom n'est pas choisi tout à fait par hasard. Et puis le troisième phénomène, c'est que voilà, ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'on dit aux agriculteurs, mais de toute manière, on ne sait pas faire autrement. Et puis quelque part, Phyto Victimes, l'association, il représente des agriculteurs comme dans un troupeau qui était un peu plus faible que les autres. Et dans un troupeau, la sélection, elle se passe de la même manière. Ceux qui sont trop faibles, ils sont éliminés. Donc ceux qui restent, ils sont costauds, ils sont robustes. Et donc vous étiez plus faible. Et ensuite, après, ce qui est beaucoup plus sournois et inquiétant, c'est que la mutualité sociale agricole, parce que nous avons un organisme spécifique, et les pouvoirs publics et l'UIPP disent quand les agriculteurs sont intoxiqués, c'est qu'ils n'ont pas fait attention. Alors c'est vrai, ces 50 dernières années, on n'a pas fait attention. Toujours attention, moi j'ai travaillé en short et en t-shirt et les mains nues quand j'utilisais ces produits, mais c'est pas suffisant comme réponse, parce que je vous dis bien, les équipements de protection ne sont pas suffisants. Mais il n'y a pas de tête de mort.
La MSA vous a pris en charge? Ah, la MSA m'a surtout pas pris en charge. Moi, c'est bien ce qu'il me semblait, oui. Oui, la MSA, moi, quand je me suis présenté, le médecin m'a donné 2 réponses. Un, j'avais une exploitation suffisamment grande. Alors, elle me dit, si les pesticides c'était dangereux, c'était donc en 2005, si les pesticides c'était dangereux, ça se saurait. Ensuite, vous avez une exploitation suffisamment grande, vous avez juste à laisser travailler vos ouvriers. Et puis ça va vous rapporter de l'argent. Si possible non déclaré et d'origine étrangère. Ça ne m'a pas dit, mais elle m'a même pas dit, il faudra quand même dire à vos ouvriers de se protéger. Puis elle m'a dit, la reconnaissance en maladie professionnelle, ça ne va pas vous faire guérir. Alors elle avait raison que ça n'allait pas me faire guérir, elle avait tort quand même que j'avais besoin de travailler. Et c'est pour vous dire le mépris de la MSA et malheureusement l'association Futur Victimes, si on l'a créée, c'est vrai que Génération Future nous a aidé beaucoup. Il y a 3 permanents qui travaillent sur l'association, pardon. Lapsus, hein. Comment ? Vous avez dit l'exploitation. Oui, parce que le siège social de l'association est sur mon exploitation, c'est pour ça qu'il y a ce lapsus. Et les 3 filles qui travaillent, Emma, Ophélie et Claire, aujourd'hui, elles se substituent à l'accueil que devrait réserver la MSA, à savoir que les plus de 300 dossiers qu'on a en main en ce moment, la MSA, vous parliez de déni chez les agriculteurs, c'est un déni. Oui, oui, mais à la MSA et chez certains médecins, c'est aussi une position de déni. Vous trouvez d'autres dénis dans d'autres corps sociaux, François Weyret, par rapport à où sont les blocages aujourd'hui? Les blocages sont nombreux parce que, en fait, il y a 2-3 choses de base à faire. Un, retirer du marché les produits les plus dangereux. Donc là, c'est la question de l'évaluation. Où on a un blocage sur les méthodes d'évaluation. Et nous, notre grosse limite, c'est vraiment comment on prend en compte, au niveau des agences, la littérature scientifique universitaire. Et là, on le voit bien sur l'affaire du glyphosate, on a un blocage clair. Quand on regarde sur la génotoxicité, par exemple, du glyphosate, les 3/4 des études universitaires montrent qu'il y a un lien. Et puis, quand on regarde les études des firmes, il y a à peu près 95% des études produites par les firmes qui ne montrent pas de lien. Or, quasi-totalité des études universitaires sont barrées du dossier parce qu'elles ne répondent pas à des critères de sélection correspondant à ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire. Et donc, c'est tout le système d'évaluation qui reste à remettre en chantier. Et là, on est vraiment, vu le thème du débat, on va très bien main dans la main avec le monde scientifique, parce que nous, ce qu'on veut, c'est rester dans notre rôle. Mais ce n'est pas à nous non plus de juger de la qualité forcément des études. On peut avoir une opinion, mais ce qu'on veut, c'est que toutes les études aient leur chance et qu'après, les évaluateurs soupèsent la qualité des études et le poids de la preuve. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque quand on lit les dossiers, il y a tout un pan de la connaissance, notamment les études produites par les équipes universitaires qui ne sont pas prises en compte. Et puis après, on s'aperçoit que même les études des firmes ne sont pas analysées, apparemment, nous disent certains experts, correctement. Donc il y a un vaste chantier à développer de ce côté-là. Après ça, autre blocage au niveau, ça a été évoqué, du monde agricole. On sort des états généraux de l'alimentation. Gérard Bapt, Francine Marano étaient dans un groupe où j'étais moi. On voit bien la difficulté de faire évoluer les choses. On a réussi, il a fallu se battre pour faire adopter quelques petites dispositions, ouvrir un chantier dont on ne sait pas ce qu'il donnera, mais ouvrir un chantier sur les nanomatériaux dans l'alimentation, ne serait-ce que ça. Voilà, donc des choses, je dirais, assez basiques. Faire admettre qu'il peut y avoir un problème de santé avec les pesticides. Il y a eu pourtant un rapport d'expertise collective de l'INSERM publié en 2013, donc qui a revu 30 ans de littérature scientifique. Donc là encore, une fois, il y a de la littérature scientifique pesante, mais malgré tout, il y a une inertie du système qui fait que, par exemple, les politiques de réduction de l'usage de pesticides ont échoué depuis 10 ans. Donc on veut relancer, je dis quand on dit on, c'est apparemment le gouvernement, le plan Éco-Phyto, qui était ce plan de réduction de l'usage des pesticides. Mais comment on fait ? La question est comment on fait pour relancer ça si les responsables de la profession agricole, parce que ce n'est pas les agriculteurs individuellement qui sont en cause, c'est les organisations représentatives des agriculteurs. Enfin, il y en a une. Voilà, la FNSEA, en gros, pour être clair, et les chambres d'agriculture qui sont aussi de la FNSEA. Voilà, qui sont aussi une autre expression de la FNSEA en majorité. Voilà. Aujourd'hui, la question à laquelle on fait face, c'est est-ce que le politique va avoir assez de poids pour finalement réussir à imposer un petit quelque chose dans ce domaine-là, et c'est pas du tout gagné. Donc ça, c'est les deux, en gros, les deux limites qu'on a en face de nous pour faire évoluer le système. Est-ce que néanmoins, comme vous le suggérez, Paul-François, certaines associations écolos, certains défenseurs de la cause, par des positions un peu manichéennes, finalement ne font pas que profiter aux extrêmes des deux côtés?
Est-ce que la position que défend, vous n'êtes pas le seul, Paul François, le glyphosate, attention, il faut laisser le temps aux agriculteurs de faire un peu d'agronomie pour éviter qu'ils n'utilisent, qu'ils ressortent le lasso, si ça se trouve, ou non, pas celui-là, mais des produits aussi toxiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de... Voilà, il n'y a pas un jeu un peu malsain de certains acteurs sur, en l'occurrence, le glyphosate? C'est-à-dire qu'après, je crois que les choses se passent bien quand chacun est dans son rôle. Ça, les scientifiques produisent de la science. Les agriculteurs qui veulent progresser, eux, ils ont conscience des risques, mais en même temps, ils voient les difficultés de leur boulot. Nous, ONG, où on est, c'est qu'on voit la législation européenne. Alors, la législation européenne, elle dit des choses très simples. Elle dit on ne peut pas laisser sur le marché un produit qui est un cancérogène probable. Elle ne dit pas on ne peut pas le laisser sur le marché, sauf s'il n'y a pas d'alternative. Donc nous, notre boulot, c'est vraiment que la législation européenne soit mise en œuvre. Si nous ne le faisait pas, qui le ferait? En tout cas, ce n'est pas la Commission européenne qui met beaucoup d'énergie pour le faire. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, on va se battre pour ça. Mais après, en toute fin de processus, comme on sait qu'on n'obtient pas ce vote pour le retrait communautaire du glyphosate, on est obligé de négocier autour de solutions de compromis qui finalement se résument à combien d'années on va pouvoir le tolérer encore. Alors, votre point de vue à vous, 3 ans mon comme point de vue, Hulot, c'est que si 3 ans, les 3 ans d'Emmanuel Macron sont appliqués réellement, ça peut être un délai qui est acceptable et qui me paraît acceptable et à la fois réaliste. Aujourd'hui, le problème, c'est que dans le même temps, je sais que le en même temps politique devient un peu à la mode, mais là, en même temps, on nous dit, par la voix du porte-parole du gouvernement, que de toute façon, si les alternatives ne sont pas mises au point, il n'y aura aucun retrait. Alors qu'un rapport de l'INRA nous montre qu'il y a quand même beaucoup d'alternatives existantes déjà, mais certaines à développer peut-être. Donc on a quand même un problème après aussi de la fiabilité de la parole politique, parce que quand on affiche une volonté d'être parmi les pays européens les mieux disants sur cette question-là, quand la parole présidentielle qui pèse, car elle se veut rare pour mieux peser, dit effectivement il y a 3 ans, on doit mettre en place les alternatives, en tout cas au plus tard, dans 3 ans, ce sera fini. On ne peut pas tolérer qu'en même temps le porte-parole du gouvernement dise quelque chose qui est tout à fait contraire à ça. Donc on a aujourd'hui envoyé une lettre au président de la République pour qu'il nous explique ce qu'on n'a pas bien compris. Et en même temps Stéphane Travert qui se réjouissait de la décision européenne. Oui. Est-ce qu'en 3 ans, on peut former les agriculteurs, est-ce qu'il faut former les agriculteurs à faire autre chose, à faire de l'agronomie, à travailler les sols différemment? Est-ce que 3 ans, c'est un délai raisonnable? Est-ce qu'on a les moyens de former les agriculteurs si c'est ça qu'il faut faire? Alors j'ai envie de vous dire 3 ans ou 5 ans, même si c'est cynique, on n'est plus à 2 ans près. Ouais. Moi, ce que je voudrais être sûr, c'est que dans 5 ans, on soit pas, on en parlait tout à l'heure avec François, qu'on ne soit pas à la veille de réhomologuer ce produit parce que les entreprises, et Monsanto en particulier, vont nous sortir encore des études assez rassurantes disant, vous voyez bien que c'est pas dangereux. Donc à quelles conditions Mais en 3 ans, moi je pense que oui. Je pense que oui. C'est juste une question de volonté. Moi, de toute manière, j'ai une partie qui est en bio, donc là, il n'y a pas de glyphosate. Et la partie où j'utilisais encore de la chimie, on a enlevé le glyphosate. Mais on l'a enlevé en plus naturellement. Faites quoi des cultures Parce qu'on a allongé les rotations et ces problèmes d'ensalissement, ensalissement veut dire prolifération de chardon par exemple, parce que ça parle à tout le monde. Le chardon, on n'en a pas besoin dans le blé, on n'en a surtout pas besoin dans certaines cultures comme le soja, ça va nous poser des problèmes. Et donc il faut raisonner notre assolement. Donc maintenant, au lieu de le faire, moi je viens d'une agriculture dans les années 90, la moitié de la ferme était en monoculture de maïs et l'autre partie était en rotation très courte, blé, colza, blé, colza. Maintenant, on a des rotations sur 7 à 9 ans, avec des intercultures. Donc, et quand j'entends parler d'agriculture, ça me fait sourire, parce que c'était le dernier truc qu'on n'avait pas inventé, l'agriculture de conservation. Il ne faut pas s'imaginer que d'un seul coup, parce que je connais tout ça derrière, on est en train de dire, oui, mais on est en train de bloquer du CO2 parce qu'on ne laboure plus. Mais ça n'a pas été fait pour ça au départ. Ça a été fait pour que un agriculteur puisse exploiter de plus en plus de grandes surfaces. Et le glyphosate, ça remplace beaucoup d'ouvriers sur les fermes intensives. Et ça a été fait pour ça. Et donc, pour communiquer, c'est les industriels qui ont dit, mais c'est une agriculture de conservation. Moi, je peux vous dire qu'il y a des agriculteurs en bio qui ont 20 ans de bio, qui ne labourent plus non plus, mais qui ont allongé les rotations. Donc, c'est ce que l'on fait. On préserve à la fois la qualité de sol, bien évidemment, et on n'a plus besoin de glyphosate. Parce que conservation, parler de conservation en injectant un produit chimique dans le sol, il
faut m'expliquer un tout petit peu. Je peux le dire parce qu'on me traite de paria, mais c'est parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, cette agriculture-là. Je sais comment on communique à travers tout cela. Et c'est pas nous qui communiquons, c'est les industriels. Et je vais finir quand même, si vous le permettez, parce que François parlait des EGA. Nous, on a... États généraux de l'alimentation. Phytovictimes, voilà, les états généraux de l'alimentation. On était dans l'atelier 11. L'atelier 11, il s'est réuni pour la dernière fois jeudi dernier. C'est nous, notre atelier, qui devions proposer. Et donc, Dominique Potier, qui est le rapporteur, va proposer au gouvernement un modèle agricole pour les 30 ans à venir. Si ce programme se met en place, donc toutes les ONG phytovictimes, les CIVAM ont voté, s'est abstenu l'UIPP, les jeunes agriculteurs et la FNSEA. Pas surprenant. C'est pas très surprenant. C'est pas très surprenant, bien évidemment. Je pensais même qu'ils allaient voter contre, mais en s'abstenant, c'est oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ce que je leur ai reproché, c'est qu'aujourd'hui, parce que je viens de ce système-là, c'est de ne pas comprendre qu'on a vraiment un virage à prendre pour sauver notre agriculture, parce qu'une agriculture aujourd'hui qui dépend avant tout des industriels, c'est-à-dire qu'on a du soja qui arrive, qui est transformé en France pour faire du porc ou du lait qui s'en va sous forme de poudre de lait en Afrique, et que les Africains ne peuvent même pas vivre avec leur production laitière, mais font du coton OGM pour partir, on marche sur la tête. Bon, vous faites une caricature un peu quand même. Ah non, ça je vous... C'est un gros résumé quand même. Ah non, vous allez au Sénégal, aujourd'hui vous avez de la poudre de lait qui arrive au Sénégal. Je sais bien, mais c'est pas toute l'agriculture française. Non, mais c'est bien évidemment, et heureusement, mais il faut maintenir, c'est une caricature, je suis d'accord avec vous, et on en a parlé ensemble, mais cette caricature, elle n'est pas si loin de la vérité si à un moment donné on veut défendre ce modèle, c'est ce qu'on va maintenir. Or, si on veut une agriculture qui permette aux agriculteurs d'en vivre, c'est une agriculture qui doit être de proximité, dans les circuits courts et moyens, qui passe aussi par la grande distribution. Moi, je fais du bio qui va être distribué dans les circuits, c'est Dossi qui prend mes haricots verts bio. Bon, voilà, ça, parce que il y a encore aussi, les consommateurs vont dans la grande distribution. Donc, il faut s'adapter à tout. Ce que je veux dire, ce que je ne comprends pas, c'est que la FNSEA, que je connais bien, soit arc-boutée sur un système qui est obsolète. On peut faire sans chimie, ça ne se fera pas. Nous, on a donné un programme sur 15 ans. Sur 15 ans, je peux vous dire qu'on peut relever ce défi. Ça donnera aussi moyen, parce que peut-être qu'on aura besoin de... On ne pourra pas tout solutionner en agriculture bio. On aura besoin de molécules naturelles ou pas très dangereuses. On en aura besoin parce qu'il faudra solutionner des problèmes. Alors, je vous dis d'une caricature, mais l'autre caricature de nous faire croire que l'agriculture biologique, comme on m'a fait croire à moi, était de revenir à un travail manuel et avec des chevaux, cette caricature-là, elle existe aussi. Voilà, parce que je voulais vous prendre ces deux exemples. Il faut trouver le juste milieu et d'une agriculture très moderne, avec tous les outils qu'on a parlé ce matin. Comment on l'enseigne? Est-ce que pendant ces 3 ans, ces 5 ans, on a les moyens humains, on a les moyens d'enseignement, on a les moyens financiers? Oui. En fait, ce que vous voulez faire sur 3 à 5 ans, là aussi je vais faire une caricature, c'est de faire connaître à l'agriculture ce qu'elle a fait dans les années 50, sa propre révolution par elle-même, entraînée par des mouvements, les jeunesses agricoles catholiques par exemple. C'est une autre révolution sur un temps très court, c'est ça que vous demandez? Oui, sur un temps très court, c'est pour ça que 3 ans, ça peut être très juste quand même, hein, mais bon, sur le glyphosate, 3 ans, ça me paraît acceptable, mais je vous dis bien 5 ans, moi je signe. Vous parliez de révolution verte. Moi, je dis maintenant, mais parce que c'est mon expérience et que je prends du recul, j'avais un grand respect parce que j'ai toujours entendu parler d'Edgar Pisani chez moi, par mon père. Voilà, révolution verte. Maintenant, qui était ministre de l'agriculture du général de Gaulle en 62, c'est le père du remembrement et de la PAC. Voilà. Mais je pense qu'il était extrêmement convaincu et honnête quand il l'a dit, quand il a fait ce travail-là. Sauf que maintenant, on peut dire que c'était un vert artificiel. Aujourd'hui, on peut faire la même révolution verte avec toutes les connaissances que l'on a, parce qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Maintenant, on sait les erreurs. Moi, j'ai arraché des haies, vous parliez de remembrement, j'en replante. Je ne les replante pas au même endroit. Je ne refais pas des petites parcelles, mais je refais des plantations de haies. Je travaille différemment. Alors, comment on va former les agriculteurs? J'ai été auditionné la semaine dernière au niveau de l'Assemblée nationale. Je disais concrètement, on a tous les outils. Si les chambres d'agriculture ne sont plus aux mains de la FNSEA, mais bien aux mains d'une décision politique prise par le gouvernement de dire on va effectivement vulgariser, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller voir les systèmes. Elles existent dans les régions. Il y a des initiatives qui ont été prises à travers les CIVAM et autres. Il y a des systèmes parce que ce que vous ferez ici, vous ne le ferez pas en Bretagne, et ainsi de suite. Donc, on regarde ce qui se passe, on vulgarise les systèmes. Nos chambres d'agriculture ont les moyens financiers de le faire. Quand on voit l'argent qui a été distribué à travers les plans éco-phyto, les 2 plans éco-phyto, les moyens financiers existent. C'est une volonté politique qui nous manque, et aussi d'accepter d'appeler un chat un chat.
On m'a dit que c'était un peu fort ce que j'avais dit. J'ai rencontré des conseillers du gouvernement il n'y a pas très longtemps. Je dis, quand un président est capable de tenir tête à 5 étoiles, c'est quand même pas la FNSEA qui doit lui faire peur. Donc il faut à un moment donné avoir les courages de ses ambitions. C'est lui qui l'a dit. Et on peut moderniser cette agriculture. Moi, je parle avec mes tripes. Le bouquin, je vais finir là-dessus. Parce que je suis trop passionné par ça maintenant. Ça a failli me tuer. Je sais que ma vie ne sera plus la même. J'ai vu des agriculteurs à travers Phytovictime et on voit des drames humains. Je dis à la fin, moi j'ai pris mes responsabilités. J'aimerais bien qu'un gouvernement le fasse. On ne savait pas, maintenant on sait. Qu'est-ce que l'on fait pour demain? Voilà, on a entendu beaucoup de choses et j'ai grand respect de tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Mais les acteurs de terrain sur l'agriculture, c'est nous. On a besoin simplement qu'on nous accompagne. Il faut vulgariser ces systèmes et on pourra relever le défi de demain. On ne peut pas continuer à marcher sur la tête. D'autant plus que les CFPPA, les lycées agricoles, croulent sous les demandes de formation en bio ou à l'agriculture de conservation des sols. Un message positif dans les lycées agricoles. Je le prends parce que quand l'association, on va faire des témoignages dans les lycées agricoles, il y a quelques années, quand je disais, est-ce qu'il y en a qui font du bio parmi vous? Et il y en avait toujours un timidement, mais se cacher pour dire, ouais, moi. Et aujourd'hui, ils sont plus nombreux, puis quand ils lèvent la main, ils sont fiers, parce qu'ils disent, bah ouais, on fait du bio et ça fonctionne. Du bio ou du pas bio, hein, d'une autre agriculture, parce qu'il ne faudrait pas opposer le bio à l'industriel. Il y a aussi une agriculture intermédiaire qui a sa place, et qui est surtout, moi je suis passé par ça, par cette agriculture-là pendant 10 ans pour faire du bio. Il faut déjà vulgariser avant de parler de bio, j'ai été un peu vite, mais qu'il y a une agriculture intermédiaire qui existe et qu'il faut développer avant tout. Avec le bio en horizon et non pas forcément en dogme, en tout cas un agriculteur qui choisit lui-même ses itinéraires et qui ne se les fait pas imposer par qui que ce soit. Vous êtes d'accord, François? Oui, complètement d'accord, parce que nous, bien sûr, on promeut l'agriculture bio comme, je dirais, stade un peu ultime de l'évolution des techniques, mais après, il y a tous les systèmes dits de production intégrée, les systèmes à haute valeur environnementale au niveau le plus élevé, sur lesquels il y a pas mal de publications justement d'agronomes et de publications dans lesquelles justement les professionnels sont impliqués, parce que c'est des groupes où il y a des échanges de pratiques, hein, c'est pas seulement vertical, c'est aussi bien horizontal, et il y a des choses extrêmement intéressantes avec beaucoup de retours d'expérience, et il y a à la fois une performance économique qui est essentielle parce qu'il y a des petites baisses de volume de production, mais comme il y a beaucoup de baisses de charges et des diminutions des engrais et des phytos, il y a un maintien, voire même une augmentation de la rentabilité. Donc ça permet aussi de changer un peu le logiciel, découpler l'idée de rendement avec l'idée de rentabilité, parce que dans les années 70-80, moi je suis en Picardie, il y a le club des 100 quintaux, voilà, vous allez faire 100 quintaux, ceux qui ne faisaient pas 100 quintaux, c'était vraiment un gars un peu faiblard, quoi. Alors que l'optimum économique, il n'est pas à 100 quintaux, forcément, il est peut-être à 70, et donc c'est quand même ce qui compte, in fine, c'est de faire du revenu. Et donc là, ces systèmes qui visent plutôt à l'optimum, eh bien, ils sont intéressants parce qu'il y a des gens qui vont passer directement en bio, puis il y en a d'autres qui vont passer par ces stades. Et puis, si on fait passer demain 30% de l'agriculture française en bio, ça veut dire qu'il faudra multiplier quand même par 5 ce qu'il y a aujourd'hui. Il faudra aussi faire des progrès sur le 70% qui reste, sinon on aura complètement loupé le rendez-vous. Sur les jeux de rôle qui sont en cours, vous parlez de la FNSEA, effectivement, en privé, les gens de la FNSEA reconnaissent que le modèle ne va pas bien. En public, ils ne cessent de le défendre, Christiane Lambert en l'occurrence. Pourquoi ? Alors, waouh, j'ai 5 heures. Non, vous avez 5 minutes. Non, justement, il me reste 5 minutes. Ils sont bloqués quelque part dans le truc. Enfin, on le sait bien, on était dans les mêmes réunions. Le simple fait qu'on puisse dire que l'alimentation était contaminée par des résidus de pesticides, ça déclenchait un psychodrame. Enfin, c'est quand même à ce niveau-là, quoi. Alors que c'est quand même un fait. Mais chaque mot est douloureux, peut être perçu comme une accusation, etc. Alors que je pense que c'est le ressenti des professionnels ou leurs représentants. Moi, je le respecte, hein, c'est le ressenti, ça leur appartient. Nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Mais ils ont peur face à un monde agricole qui est en train de changer, ils ont peur de perdre le pouvoir. Mais je pense que c'est aussi parce que le monde agricole, il est organisé, bon, Paul le dirait mieux que moi, mais d'une manière intégrée. Il y a la banque agricole, je veux dire, il y a les responsables agricoles syndicaux sont aussi responsables de coopératives, ils sont souvent élus en même temps, etc. Donc il y a un système qui finalement, il y a une sécurité sociale, et c'est historique, c'est spécifique pour les agriculteurs. Donc c'est un monde quand même qui a marché un peu en circuit fermé, alors qu'aujourd'hui, la problématique sociétale, elle est celle d'une nouvelle commande de la société pour l'agriculture. Dans les années 50, 60, 70, il y avait une exigence d'augmentation du volume de production, déjà pour répondre aux besoins, puis parce qu'il y avait une expansion économique. Maintenant, on s'aperçoit qu'on est allé
trop loin. Et donc il faut ajuster l'évolution du système à la nouvelle donne, les problèmes écologiques grandissants, l'adaptation au changement climatique, les nouvelles connaissances sur les relations entre dégradation de l'environnement, certains produits chimiques et la santé. Tout ça, ça doit être intégré. Enfin, on ne connaît aucun secteur de la société qui n'évolue pas, qui ne prenne pas en compte ce genre de données. On s'aperçoit qu'on a du mal avec le monde agricole. Et en fait, Christiane Lambert, elle a eu une évolution, c'est le fait qu'elle intègre de la communication à outrance. Elle pense qu'elle règle le problème comme ça. 2 exemples. Elle a publié en fait une espèce de catalogue des bonnes solutions. Ça fait un recto verso, en gros. C'est bon. Je pense qu'elle a embauché une agence de com pour le faire. Je suis en train de chercher laquelle. Parce que c'est vraiment, ça sent l'agence de gestion de crise. Oui, c'est 13 idées pour le futur qui ont été reprises par Emmanuel Macron dans son programme. Voilà, c'est ça. Et puis derrière, finalement, elle essaie de verdir son discours. Et puis sur l'agriculture de conservation, c'était ma deuxième idée. Elle a fait faire le tour de tous les plateaux des télés à Paris à une jeune agricultrice qui travaillait là-dedans, en faisant croire que justement le fait de retirer le glyphosate du marché allait remettre en cause l'ensemble de l'agriculture française, parce que l'agriculture française était représentée par ce type d'agriculture. Or, ça représente que, on va dire 2% en étant généreux, peut-être même moins, de l'ensemble de la surface agricole. Donc elle fait de la com. Donc là, elle a intégré une certaine modernité. Il ne reste plus qu'à acquérir le reste de la modernité, c'est-à-dire accepter vraiment un débat sur le fond. Il ne s'agit pas de leur mettre le couteau sur la gorge, mais il s'agit de faire évoluer avec une garantie d'avoir des résultats. Et notamment, je terminerai là-dessus, sur l'affaire du glyphosate, comme sur l'affaire de la réduction des pesticides. On sait maintenant que si on ne fixe pas avec une date butoir et à côté un objectif de résultat, on n'arrivera à rien. Après le Grenelle de l'environnement, en 2007, on a élaboré, j'étais dans ceux qui ont coélaboré ce plan, le premier plan de réduction de l'usage des pesticides qui visait à réduire de 50% les pesticides en 2018. On va arriver en 2018, on va avoir augmenté de 20%. Donc ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que c'était uniquement basé sur le volontariat. Il n'y avait pas d'objectif, d'étapes chiffrées avec des choses qu'on pouvait mesurer, un certain niveau de coercition. Aujourd'hui, je crois que d'ailleurs Dominique Potier, le député qui présidait la table ronde où tu étais dans les États généraux de l'alimentation, veut renforcer ce plan pour qu'il y ait justement un certain nombre d'objectifs qui fixent une obligation de résultat. Merci François Weyrest, vous allez pouvoir prendre votre train. Merci beaucoup. On arrive pile poil à 17h15. Oui, avant de passer la parole à Béatrice Parence. Oui, non, je voudrais pas... Pourquoi la FNSEA est aussi bloquée sur... Effectivement, d'abord parce que, pour bien comprendre, la FNSEA, c'est d'abord des fédérations au niveau des départements. Et moi, je vois un grand décalage entre les FDSEA et la FNSEA. Je tiens à dire, je le rappelle toujours dans les interventions, mon père faisait partie dans les années 50 de ceux qui ont créé ce syndicat. Et ça a été une difficulté quand j'ai commencé à crier un petit peu sur ce qui se passait. Mais il l'a entendu en tous les cas. Et avant de quitter cette terre, il m'a dit... voilà. Bref, en tous les cas... il y a un décalage entre... Moi, je vois bien, et je le dis à mes collègues des fois, quand je vois ce qui se passe quand on est en réunion nationale, c'est que ces agriculteurs qui sont censés parler pour la profession, malheureusement, sont une certaine élite, oui, qui sont sur des bassins très productifs et qui n'ont rien à voir avec le centre de la France et autres. Et ça ne représente pas vraiment la profession, et ils ont des intérêts, ces gens-là, avec l'agroalimentaire. Et ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il y a ce décalage. Je n'arrive pas non plus à comprendre le Christiane Lambert. Et je voudrais juste un exemple. Dominique Potier a bien mené le groupe 11. Et je les ai souvent entendus dire « mais vous êtes en train de nous stigmatiser ». Or, moi, je remercie les ONG. Je n'ai pas toujours été d'accord avec eux. Et que, pour une fois, les ONG n'ont pas jeté l'anathème sur les agriculteurs. Et moi, le premier jour, j'avais dit « cette situation, ce qu'il faut prendre conscience, et je le dis dans le bouquin, c'est que si on en est arrivé sur cette agriculture-là, c'est un choix qui a été fait par notre société. Donc on est tous responsables de l'utilisation des pesticides et on va tous prendre la décision ensemble pour une autre agriculture beaucoup plus propre, respectueuse de ces agriculteurs, de l'environnement et du consommateur. Mais ce ne sont pas que les agriculteurs. Et quand la FNSEA, à chaque fois, a voulu quitter les réunions en disant « vous nous stigmatisez », je dis « mais arrêtez ». Mais j'ai jamais entendu non plus la FNSEA dire « n'oubliez pas que ce système a tué des agriculteurs ». Jamais ils n'ont eu un mot sur les milliers, parce que je dis bien les milliers d'agriculteurs qui ont été impactés par l'utilisation de ces produits. C'est quand même scandaleux que nos deux principaux syndicats, la coordination rurale et la FNSEA, n'aient un mot pour ceux qui sont décédés. Pour vous dire le décalage quand même, mais je crois que dans l'amiante, ils ont connu la même chose avec certains syndicats à une époque. Excusez-moi madame, parce que j'ai pris beaucoup de temps. On vous remercie François Weyrest. Non, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais j'animais les États généraux de l'alimentation au Pays de la Loire.
Et il y a eu le représentant de la FNSEA locale qui a pris la posture que vous venez de décrire. Et face à lui, c'était très manichéen, le représentant de la Confédération paysanne a pris la posture exactement inverse. Et les deux postures étaient tellement caricaturales qu'ils sont fait huer, siffler par les 350 et quelques agriculteurs présents dans la salle qui voulaient juste, eux, discuter. Et alors, je ne sais pas si c'est bon signe, mais en tout cas, les deux ont été rejetés de chaque côté. Mais en tout cas, avec des postures assez invraisemblables. Il y a un débat très violent qui a fini par s'apaiser. Mais je n'avais pas vu ça depuis longtemps. On sent qu'il y a une peur chez les représentants des syndicats, en particulier de la FNSEA, où on a brandi, on a sauvé la France, on a sauvé le monde, il n'y a pas de pollution, etc. Et tout ce qui est français est bon. Enfin, vous connaissez le discours. Mais face à ce discours, il y avait une confédération paysanne bornée où c'est le bio, le bio, le bio, le bio. Et si vous ne faites pas du bio, c'est que vous êtes un peu contaminé, donc vous êtes un peu pourri par le conventionnel. Madame Parence, qu'est-ce que vous inspire tous ces débats? La juriste que vous êtes, qu'est-ce que la loi peut dire pour aider des gens comme Paul François? Pourquoi c'est si long, d'ailleurs? Pourquoi c'est si compliqué? On donne toujours l'exemple des États-Unis, c'est le syndrome Erin Brockovich, le film de Steven Soderbergh, où alors certes c'est Julia Roberts qui reprend le rôle, mais effectivement les choses ont l'air d'aller plus vite et la justice de taper plus fort. Elle fait manifestement, enfin, elle donne l'impression de faire plus peur qu'elle ne fait peur ici. En France, il y a une spécificité du droit français sur ces questions-là qui explique cette inertie, cette lenteur. Je vais essayer d'être synthétique. C'est un petit peu dur parce que les sujets sont complexes. Si on fait un parallèle avec les États-Unis, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est une société très contentieuse. Si vous prenez le nombre d'avocats par habitant, il est nettement supérieur là-bas qu'ici. Nous, on n'est pas tellement une société portée vers le contentieux naturellement. On en voit quand même beaucoup de recommandés accusés de réception. Ça revient au même, non? Non, vraiment, il y a une différence assez forte. On porte plainte, vous voulez dire, facilement aux États-Unis? Voilà, et pour le coup, ils ont l'action de groupe depuis beaucoup plus longtemps que nous. La France vient de se doter de l'action de groupe. Expliquez peut-être à nos amis l'action de groupe. Alors, l'action de groupe, c'est le fait que lorsqu'un agissement d'un industriel a causé un dommage à de très nombreuses personnes, ces personnes vont pouvoir agir ensemble dans le cadre d'un seul procès, ce qui va faciliter grandement les choses. On va reconnaître la responsabilité du fautif, et à partir de là, toutes les victimes vont pouvoir se prévaloir de ce jugement de responsabilité pour gagner beaucoup de temps. La France vient tout juste de se doter d'une action de groupe, au départ uniquement en droit de la consommation, et puis ensuite pour les produits de santé, maintenant en environnement et pour les questions de discrimination. Mais ce sont des actions qui sont encore relativement fermées, donc qui sont très récentes, on n'a pas beaucoup de recul, et qui sont encore relativement fermées, notamment du point de vue des personnes qui peuvent porter ces actions. Par exemple, l'action de groupe environnementale ne peut être portée que par des associations environnementales agréées. Il ne peut pas y avoir des avocats, comme ça existe aux États-Unis, où des cabinets d'avocats se sont spécialisés sur ces sujets. Voilà, donc c'est des sujets qui sont relativement nouveaux. C'est étrange, pourquoi seules les associations agréées, donc par l'État, pourraient-elles porter plainte? Alors, c'est le système qui a été choisi parce qu'on craignait qu'il y ait une perversion comme à l'américaine, où effectivement certains cabinets se spécialisent là-dessus et puis empochent presque tout le pactole des indemnisations, alors qu'il suffisait de mettre des limites, mais c'est le système qui a été choisi. Mais de toute façon, c'est vrai que sur ce sujet-là, c'est la politique des petits pas et le système va être amené à évoluer. Parce que là, du coup, avec ce système, il peut être tout aussi pervers. Une association pourrait ne porter plainte que pour elle-même, que pour qu'on parle d'elle ou renflouer ses caisses. Oui, ou surtout, la problématique, c'est que les associations de protection de l'environnement, leur objet principal, c'est de défendre l'environnement. Et non pas la santé. Et pas forcément... voilà. Mais pour revenir de manière un peu plus générale par rapport à ce qui a pu être dit ce matin, je pense qu'effectivement, ce qui est très important, ça serait que chacun soit à sa place et que chacun prenne ses responsabilités à sa place. Quand on a parlé du rôle de la science, et est-ce que c'est à la science de susciter l'action et de susciter la décision politique? Pas forcément. Et effectivement, les scientifiques sont constitués sur le doute et sur la raison. Moi, j'ai la grande chance de travailler avec Franceline Marano et Denis Mirou-Navier dans deux instances différentes. Et ça fait 4 ans à peu près. Et c'est vrai que j'ai été
surprise au départ de voir à quel point ils étaient scientifiques, dans le sens où, effectivement, avant d'affirmer un lien de causalité entre deux événements, il faudra que ce lien soit parfaitement avéré. Mais ce n'est pas à eux de prendre le poids des décisions. Et ce n'est pas parce qu'un phénomène est encore entouré d'un certain doute qu'on estime qu'il y existe un risque, qu'on ne peut pas agir. Ça, c'est ce que font croire beaucoup les industriels, qu'il faudrait être arrivé à l'établissement d'un lien de causalité pour pouvoir agir. Mais le principe de précaution, normalement, ça devrait signifier que, justement, dès lors qu'un risque existe, il faudrait prendre des mesures de précaution, encadrer l'usage de cette technique, de ce produit, pour veiller à ce qu'il ne se réalise pas un dommage de santé, un dommage environnemental. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a pas besoin de preuves. Exactement. Et si on prend l'exemple des nanomatériaux, oui. En principe, les nanomatériaux la question des nanomatériaux devrait être régie par le principe de précaution. Et donc là, on devrait se poser la question, effectivement, de la pertinence et de l'utilité de l'usage des nanomatériaux par rapport aux risques qui existent. Est-ce qu'on a besoin que la croûte du camembert soit extrêmement blanche ? Ou est-ce qu'on peut se contenter d'un camembert qui serait blanc cassé par rapport au risque que serait susceptible de causer la présence de ces nanomatériaux dans l'alimentation. La grande difficulté, c'est que si vous prenez les crédits, les financements, vous vous rendez compte que 2% des financements sont alloués à l'étude des risques et puis 98% des financements sont alloués à l'étude des applications industrielles qu'on pourra faire par rapport à cela. Donc je pense que dans ce système-là, il serait vraiment important que les politiques et les juristes prennent leurs responsabilités. Les politiques. Concrètement. Alors concrètement. Pour les juristes, ça signifierait peut-être faire évoluer le système actuel. C'est vrai que le système actuel, on pourrait croire qu'il a été conçu par les industriels, tellement la solution est merveilleuse pour eux. Ces nouvelles problématiques de santé environnementale, elles sont extrêmement difficiles à appréhender par le système juridique du fait de la présence de certains facteurs. Le premier facteur, sans doute le plus fort, c'est ce qu'on appelle la multi-exposition, le caractère multifactoriel de toutes ces pathologies. Effectivement, il va être très difficile de faire le lien entre une pathologie et un facteur environnemental, une exposition d'un certain type. Et c'est plutôt la superposition de l'ensemble de ces expositions qui va engendrer dans le temps des difficultés. C'est pour ça que la notion d'exposome a été inscrite dans la loi santé grâce en partie à l'action de Gérard Bapt. Qui signifie La notion d'exposome, ça signifie que les individus sont soumis tout au long de leur vie à un ensemble d'expositions et que l'ensemble de ces expositions vont avoir un impact sur leur santé. Donc il y a ce caractère multifactoriel et puis il y a ce que relatait ce matin Rémi Slama, le fait que les effets sont souvent très différés dans le temps, des effets parfois à la génération suivante ou 2 générations suivantes, et puis la dilution, le fait qu'effectivement on ne va pas toujours avoir des décès. Quand il y a des décès, là, tout à coup, on se met quand même à regarder un peu plus sérieusement les questions. Mais lorsque c'est un recul de la courbe de QI de 4 points, on se dit, bon, bah, finalement, est-il si important que ça à agir ? Donc, en fait, l'ensemble de ces facteurs font que le système juridique a beaucoup de mal à s'en saisir, car le système juridique, actuellement, il repose beaucoup sur l'exigence d'un lien de causalité. Ça revient à avoir une preuve. Ça revient à avoir une preuve, exactement. Donc, et pourtant, on a dit tout à l'heure qu'on n'avait plus à se retrancher depuis le principe de précaution derrière la preuve. Alors, la difficulté, c'est qu'en fait, l'action juridique, vous pouvez la situer à 2 moments. Vous pouvez la situer en amont, dans une réglementation que vous allez mettre. Par exemple, vous allez exiger une autorisation de mise sur le marché pour mettre le produit en commercialisation. Et puis, vous pouvez la situer en aval par une action en responsabilité. L'usage de tel produit a entraîné votre action, c'est une action en responsabilité qui se situe en aval parce que vous avez subi un dommage du fait de cet événement, de cette exposition massive au lasso. Donc, la difficulté de la preuve, elle se situe en aval, dans les actions en responsabilité. Et c'est vrai que pour l'instant, on a un petit peu de mal à agir. Et donc, du coup, il faudrait essayer de situer l'action un peu plus en amont sur la réglementation. Et de ce point de vue-là, l'action des lobbies est sans doute
très préjudiciable. Le glyphosate le montre, la définition européenne des perturbateurs endocriniens le montre aussi. On voit bien que les lobbies ont pesé vraiment de tout leur poids pour retarder au maximum une définition européenne des perturbateurs endocriniens qui est absolument cruciale, puisque c'est cette définition qui va permettre de mettre en œuvre un règlement de 2009 sur les produits phytosanitaires. Alors face à ça, il faut essayer d'imaginer des choses, et Rémi Slama me faisait part d'un jugement américain dans lequel le juge avait condamné les industriels à financer des études. Alors le système juridique a été confronté déjà à des problématiques similaires, c'est-à-dire le fait qu'il y avait eu des changements de circonstances sociales, économiques massifs qui obligeaient à repenser le système. Lorsque, avec le développement de l'industrialisation, il y a eu des accidents du travail massifs dans lesquels on n'arrivait pas à démontrer pourquoi la machine à vapeur avait explosé et pourquoi le salarié était décédé ou était handicapé à vie, de ce fait, il n'avait pas d'indemnisation. Et donc là, des jurys se sont mis à penser, il faut que le droit évolue. On ne peut pas rester enfermé dans nos certitudes. Il faut absolument faire évoluer les règles pour permettre une indemnisation. Du coup, il y a eu la loi sur les accidents du travail. Mais il y avait eu beaucoup d'écrits à l'époque sur la notion de risque et le fait que lorsque vous suscitez par votre activité industrielle un risque, vous devez participer à l'encadrement de ce risque. Et participer à l'encadrement de ce risque, ça peut être aussi financer des études pour mieux appréhender ces risques. Et donc c'est ce qu'a demandé ce juge américain. Voilà. Et ça serait sans doute quelque chose qui serait extrêmement intéressant à imaginer, imaginer par quelle voie est-ce qu'on pourrait l'introduire en France, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Oui, alors, mais est-ce que c'est spécifique au droit très jurisprudentiel américain, ou est-ce que c'est importable en France? C'est importable. De quelle façon? Il faudrait un juge audacieux. Ah oui. Mais parfois, les juges sont audacieux. L'arrêt Erika, par exemple, c'était une décision tout à fait audacieuse et très novatrice dans ses fondements juridiques. Donc, le droit évolue et le juge peut y participer par un petit peu d'audace. Juste un message d'espoir quand même. C'est vrai que ce qui se passe à l'échelle européenne parfois est un petit peu décourageant et parfois quand même suscite un peu d'espoir. Sur la question de la définition des perturbateurs endocriniens, la Commission avait proposé l'adoption d'une définition qui n'était pas du tout satisfaisante de l'opinion de certains. Et par le travail des ONG, par le travail des scientifiques, les députés européens ont été convaincus qu'effectivement cette définition n'était pas satisfaisante. Et donc le Parlement européen a adopté le 4 octobre une résolution demandant à la Commission de revoir la copie. Ça, c'est extrêmement encourageant. Sur le glyphosate, le 22 octobre, la Commission était encore partie pour nous proposer un renouvellement pour 10 ans, sans que ça lui pose aucune difficulté. Et puis, le 24 octobre, le Parlement européen a adopté une résolution disant non, le glyphosate est quand même sans doute dangereux, ou en tout cas, il y a des doutes importants qui pèsent sur ce produit, et donc on ne peut pas partir sur un renouvellement pour 10 ans. Et il demandait aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est que les agences d'expertise européennes rendent publiques les données qu'elles utilisent pour parvenir à leur avis, et ça c'est quelque chose d'absolument crucial. Et le lendemain, la Commission a dit « Ah oui, finalement, 5 ans, c'est pas si mal. » Donc, c'est un peu porteur d'espoir. Et donc, ça montre que le travail des ONG et de la société civile n'est pas un travail vain et que ça porte quand même... Et que c'est pas inutile de voter aux élections européennes. Extrêmement utile, et que ça serait bien que les partis n'envoient plus leurs rebuts. Leurs rebuts, voilà. Et pour s'opposer à la Commission européenne, qui est un refuge d'experts. Je sais, j'ai un copain de promo qui y siège. Si vous me permettez, Frédéric, quelques précisions par rapport à l'action juridique. Il faut bien s'imaginer en France, en tous les cas, et je pense que madame le sait aussi bien que moi, mais des fois, le grand public, j'ai souvent entendu dire, mais pourquoi il n'y a pas d'autres personnes qui portent plainte comme vous l'avez fait, Monsanto, mais on pourrait faire avec BASF, Bayer. En faisant Monsanto, on gagne du temps parce que ça va être le même groupe bientôt, mais il y a d'autres, Syngenta. Bon. Pour nous, agriculteurs, on a utilisé, moi j'ai 54 ans, on a utilisé près de 900 molécules différentes. Je parle juste des molécules actives.
Je ne parle pas des écoformulants. Donc on ne peut pas... Moi j'ai une intoxication aiguë avec un produit déterminé, ça on ne peut plus revenir en arrière. Il faut bien s'imaginer l'association Phytovictime, on voit bien, ce sont avant tout des pathologies avec des expositions chroniques, donc on ne peut pas attaquer les firmes. Et en plus, si toutefois on avait pu imaginer que ce serait possible, et même ce que moi j'ai vécu en 2004, ça m'arrive actuellement, je ne pourrais pas porter plainte contre Monsanto. Parce que grâce, et là j'en veux énormément à la FNSEA une fois de plus, ils ont cautionné le fait qu'on passe un certificat pour les agriculteurs. Un certificat, c'est un certificat d'utilisation des produits phytosanitaires. Ça, c'était une bonne idée en soi. Alors ça, jusque-là, que l'on ait une formation tous les ans sur l'utilisation et les bonnes pratiques, jusqu'ici, ça me paraissait une bonne idée. Mais quand moi, je m'étais penché sur le problème, j'avais dit, c'est bon, c'est le dernier piège qui pouvait se fermer sur les agriculteurs. Et vous allez voir pourquoi ça vient en complément de ce que vous venez de dire, et surtout sur les actions de groupe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez signé ce certificat, quand vous l'avez passé, que vous l'avez signé, vous ne pouvez pas attaquer une firme parce que vous avez pris acte de l'utilisation des bonnes pratiques et de la dangerosité. Donc, c'est malin. Alors ça, donc vous ne pouvez plus, moi ça m'arrive aujourd'hui, l'intoxication, je ne peux pas porter plainte contre Monsanto. Et autre phénomène encore plus grave, et là j'en veux énormément à la FNSEA, parce que je les avais alertés à ce moment-là, j'avais alerté Xavier Belin, je lui ai dit vous ne pouvez pas cautionner le fait que l'on signe ça, parce que ça veut dire demain, et on en est à la veille, parce que les actions de groupe, je pense, vous l'avez dit, c'est en train d'évoluer, et que demain les riverains par exemple, pourront porter plainte s'ils estiment qu'il y a une nuisance ou s'ils ont été impactés par les produits phytosanitaires. Et s'ils portent plainte, ils porteront plainte contre l'agriculteur. Et c'est uniquement l'agriculteur qui devra répondre de cet épandage et des méfaits, non pas le revendeur du produit, non pas le fabricant. Et moi, j'avais dit à la FNSEA, ça veut dire qu'on va vivre la triple peine. Non seulement de ce métier, on n'en vit plus. Non seulement certains parmi nous en seront malades. Et en plus, on sera sur le banc des accusés par les riverains. Et ça, sur le point de vue juridique, c'est terrible. Et pourtant, on en a parlé d'ailleurs pendant les EGA. Et quand je l'ai dit, Dominique Potier me dit « non, mais Paul, c'est pas possible ». Et puis, en fin de compte, ils ont fait mouliner. Et si, aujourd'hui, voilà dans la situation où on est, nous, agriculteurs. Alors, c'est pour ça qu'on a essayé d'ailleurs de mettre un fonds d'indemnisation abondé. Alors, on nous le reproche parce qu'on dit que ça ne les condamne pas. Si en attendant, on peut faire payer les firmes pour indemniser les victimes, ça ne va pas les faire, ça ne va pas les guérir, c'est bien clair. Mais au moins, si on peut ponctionner un peu d'argent, et on a levé le financement d'ailleurs, mais mettre en place ce fonds d'indemnisation, parce que nous, les procédures, il ne faut pas s'imaginer, il n'y en aura pas d'autres, et ils vont continuer à dormir. On n'est même pas au début d'une plainte au pénal, comme ça a pu se faire, même si on a vu ce matin que c'est extrêmement compliqué pour les victimes de l'amiante, mais sur les pesticides, il ne faut pas imaginer qu'on les emmènera au pénal, certainement pas. Avec des agriculteurs qui n'ont pas les moyens, on sait ce que vous gagnez. Y a-t-il des questions pour Mme Parence avant qu'elle ne parte ? Oui. Heureusement que vous êtes là, vous. Le micro arrive. Oh, j'ai une bonne vue. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Mademoiselle, madame, en fait, là je vois plus. Voilà. Rebonjour. Rebonjour. Oui, par rapport à ce que vous disiez sur la résolution de la Commission européenne sur le glyphosate, de ce que j'en sais, c'est pas tout à fait exact. C'est pas parce que le Parlement avait demandé une interdiction dans les 3 ans et pas 5 ans. La Commission avait proposé 10 ans et ça a été retoqué parce qu'ils n'avaient pas eu la majorité qualifiée, notamment parce que l'Allemagne gardait sa position neutre du fait de la situation politique en Allemagne en ce moment. Et puis Bayer qui va racheter Monsanto. Mais oui, mais justement, Bayer a fait passer l'Allemagne via la CSU du côté obscur de la force, j'ai envie de dire. Mais c'est pas du tout parce que le Parlement avait fait cette résolution. Et d'ailleurs, c'était un déni de démocratie qui a été dénoncé dans pas mal de médias, puisque vous avez le Parlement qui a demandé 3 ans et la Commission qui proposait autre chose et qui n'a pas du tout suivi. Oui, mais enfin, on était parti de 10 ans, on est arrivé à 5. Parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir la majorité qualifiée. Mais au départ, si la majorité qualifiée avait été atteinte dès le départ, on serait parti sur 10 ans. Enfin, moi, je pense que
que cette résolution du Parlement a quand même pesé de son poids sur la Commission pour voir qu'il y avait une attention très forte qui était portée sur le sujet et qu'ils ne pouvaient pas faire passer les choses tout doucement. Le but de la Commission, au départ, c'était vraiment d'essayer de faire passer les choses tout doucement, qu'il y ait le moins de publicité possible. Et c'est pour ça que je salue l'action de certains journalistes qui vraiment font un travail de... Bon, Stéphane Foucard, pour ne pas le nommer. qui font un travail de sensibilisation qui est très, très important à mes yeux sur le sujet. Parce que je pense que il faut absolument que la société civile se saisisse de ces sujets pour agir sur les politiques, pour qu'ils viennent dans l'équilibre des forces rééquilibré par rapport au poids des lobbies qui est très très fort. Oui, mais enfin, si je me place dans la position d'une personne de la société civile, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai l'impression d'avoir voté pour des gens qui finalement s'intéressent à mes problèmes, font une proposition mais qui n'a aucune valeur de loi. Et il y a un organisme, en l'occurrence la Commission européenne, pour qui je n'ai jamais voté, qui est complètement opaque. Ah non, mais ça c'est certain. Qui peut ne pas tenir compte du vote du Parlement. Qui ne tient absolument pas compte en l'occurrence, parce que si vous reprenez l'ordre, si je me souviens bien, le Parlement a proposé 3 ans, la Commission a proposé 10 ans. C'est passé en commission, ça a été refusé à cause de la... Elle a proposé 5 ans le lendemain du vote du Parlement. C'est pour ça que moi j'y vois un poids très manifeste. Ouais. Non, c'est le lendemain. Le 24 octobre, on a eu cette résolution fantastique du Parlement européen, sachant que les firmes chimiques avaient organisé des grands dîners avec les députés européens. Voilà, pour dire que vraiment le glyphosate c'était génial. Cet Anglais là qui dit moi j'ai utilisé ça toute ma vie et je suis tellement en bonne santé, vous voyez combien c'est un produit merveilleux. Donc voilà, les lobbies ont essayé de peser tout leur poids sur le Parlement. Le Parlement était quand même sur 3 ans, comme la position de la France d'ailleurs. Oui, mais enfin, c'est un équilibre des forces. C'est un équilibre des forces. Et donc, effectivement, le Parlement ne décide pas tout seul. Mais il est venu rééquilibrer un petit peu l'usage obscur de sa force par la Commission. Si vous le permettez, je rejoins Madame et François. Si François n'était pas parti, je pense qu'il le confirmerait. Si si l'Allemagne s'abstient, ce qui était prévu, on a 3 ans. Et au moment du vote, c'était bien 5 ans. 5 ans, oui. C'était 5 ans. C'était acté que ça serait 5 ans. Simplement, si l'Allemagne s'abstient, comme c'était quelques heures avant convenu, on l'interdisait pour 3 ans. Mais ça avait déjà été décidé que ça serait 5 ans juste avant, suite effectivement aux pressions des ONG et du Parlement. Et la Commission avait acté pour 5 ans. Sinon, s'il n'y avait pas eu ça, au moment où l'Allemagne vote pour, on part pour 10 ans. S'il n'y avait pas eu tout le travail qui avait été fait en amont. Madame Parence, il vous reste 5 minutes. Non, mais ça montre que vraiment, voilà, il faut que la société civile agisse de tout son poids. Et juste, effectivement, il faut... moi, je travaille aussi beaucoup sur les questions de responsabilité sociétale des entreprises. Et on voit bien que dans certains secteurs d'activité, les entreprises se sont engagées un petit peu dans ce type de démarche. La chimie, c'est les plus réfractaires pour l'instant. Et Bayer-Monsanto, moi, je suis pas du tout convaincue que ça parviendra à son terme, parce que je pense que les Bayer, à un moment donné, enfin, toutes les révélations là, de cette année sur Monsanto, je pense que quand même le risque judiciaire sur Monsanto va commencer à peser lourd, et je suis pas du tout certaine que ça parvienne à sa fin, et ce qui serait un très bon signal. Et puis c'est un coût de 55 milliards d'euros quand même. Monsieur Bapt. Là-dessus, néanmoins... moi, j'y vois au contraire une possibilité aggravée que Monsanto soit absorbé par Bayer, dans la mesure où on dit, il y a une jurisprudence, paraît-il, là-dessus, vous allez nous éclairer, que toutes les actions tomberaient si Bayer, absorbant Monsanto disparaissait en tant que personnalité juridique ou morale, je ne sais, et donc Bayer dirait qu'elle était responsable puisque ça s'est passé avant. Il paraît qu'il y a une jurisprudence sur une fusion d'entreprises antérieure. Syngenta, oui. Il y a un arrêt de la Cour d'appel de Versailles il y a 1 an et demi à peu près qui était assez terrifiant, où effectivement... il y avait une action pénale qui était engagée contre la société. Or, une fusion-absorption de la société, de la filiale, a été décidée. Et du coup, la filiale est disparue juridiquement. Et l'action pénale s'est arrêtée. Mais en revanche, les actions civiles, elles, se transmettent.
Voilà, et l'argent, il est beaucoup... Alors, évidemment que les condamnations pénales font très peur, mais les dommages et intérêts, c'est du point de vue civil. Donc ça se transmettrait à la société absorbante. Donc, Et inutile de vous dire que la première question que j'ai posée à mon avocat, c'était celle-ci quand même, avant de continuer. J'ai dit, si on arrive au 31 décembre, voilà. Non, mais vous n'êtes pas le seul. Hein, et moi, tout de suite, je me suis posé la question. Et non, au civil, c'est clair, c'est net. Et il semblerait même d'ailleurs qu'aussi bien du côté États-Unis qu'européen, dans l'acceptation de cette fusion, il est bien dit clairement qu'en aucun cas, Monsanto pourrait s'exonérer de ces poursuites civiles. J'ai quelques contacts en Allemagne qui disent quand même que les économistes et à l'intérieur de Bayer, il y a une volonté aujourd'hui de pouvoir se retirer dans cette offre. Il y a 4 milliards d'indemnisations à verser à Monsanto si la fusion n'a pas lieu, que Bayer devrait verser à Monsanto. Bah oui, parce que c'était une offre hostile. Donc si la fusion ne va pas au bout, Bayer devrait verser entre 3 et 4 milliards d'indemnités. Mais aujourd'hui, ils sont en train justement de se servir de ces procès et du glyphosate, tout ça, pour dire, attendez, au départ, l'achat, c'est pas de racheter une entreprise qui va nous coûter... Donc en ce moment, je suis pas sûr effectivement que Bayer ait vraiment envie de faire rentrer le loup dans la bergerie, si ce n'est que je suis pas sûr que Bayer soit vraiment une bergerie. Mais voilà, donc c'est vrai que du point de vue de la responsabilité sociétale des entreprises, je pense qu'il serait vraiment très important qu'il y ait certains bâtons que craignent un peu les entreprises pour les inviter un peu plus à aller vers des démarches plus durables et arrêter ce court-termisme financier où effectivement, enfin, on voit bien pour l'amiante, quoi, on gagne 10 ans de marché. On gagne 10 ans d'exploitation, et puis peu importe. Et aussi, ce qui m'apparaît extrêmement important, c'est ce qui a été dit ce matin, qu'on évalue le coût des produits. Effectivement, c'est un produit qui coûte pas cher, mais il coûte tellement cher ensuite à la société en indemnisation que voilà. Et donc ça serait extrêmement important. Donc, je ne sais pas si Franceline a fait l'annonce du prochain colloque de la Société française de santé environnement. Le titre exact, c'est sur l'appréhension économique un peu des questions de santé environnementale, où effectivement, cette appréhension économique des questions de santé environnementale, elle est très importante parce que malheureusement, on vit dans un monde très financier. Et donc, si on lève un petit peu les impacts financiers en disant, voyez ce que ça nous coûte finalement, votre modèle, peut-être que ça peut être un moyen, un des chemins pour réveiller un petit peu la conscience de certaines sociétés ou de certains politiques. Merci Béatrice Porte. Moi, je réveille votre conscience pour vous faire comprendre qu'il est 17h40 et que votre train vous attend. Merci d'avoir participé à ce débat. André Picot, vous avez beaucoup attendu. Je suis par nature patient. C'est le temps de la science, hein. La patience. Il faut, oui. Il vaut mieux. Qu'est-ce que vous inspire tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Je n'ai pas de questions précises à vous poser. J'ai vu que vous aviez noté beaucoup de choses. En fait, je pense que tout le monde, dans les quelques affaires, entre parenthèses, où j'ai été ou suis encore mêlé, effectivement, l'apport des scientifiques peut être malgré tout primordial. Hein, il y a effectivement l'affaire de Paul, où c'est vrai que, ayant fait donc ce rapport... Ce rapport sur quoi? Alors, c'est un cas tout à fait classique, c'est-à-dire que la majorité des pesticides, leur problème, si on a affaire par exemple à des insecticides, des herbicides, c'est de pénétrer dans les organismes à détruire. Ça paraît évident. Donc, il faut utiliser des produits qui vont faciliter, si c'est un herbicide, la pénétration, par exemple, dans la plante. Donc, c'est des surfactants, c'est ça? Voilà. Alors, pas obligatoirement. Dans le cas, par exemple, donc, du glyphosate, lorsque ces produits ont été introduits en Europe, en Grande-Bretagne, ils ont utilisé un solvant, puisque les plantes, ils ont une couche un petit peu de graisse, et ça permet aux produits de... Sauf que le produit qui faisait passer donc,
ce glyphosate en solution, c'était du Wild Spirit. Et très très vite, il y a eu des morts. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est de la tox aiguë. En Europe, puisque manifestement la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, ils ont utilisé l'autre technique qui était les détergents. Et il semblait à l'époque que l'utilisation de ces détergents, qui en fait sont des produits secondaires de l'industrie chimique, c'est toujours comme ça que ça se passe en général, c'était des amines qui viennent grasses, qu'on appelle grasses, donc qui viennent de produits pétroliers, et bien avaient peu d'impact. Il semblait qu'il y avait peu d'impact, et c'était vrai en tox aigu, c'est-à-dire que le lasso ne tue pas des individus. Mais par contre, à partir du moment où on a commencé, des chercheurs, en particulier un groupe qui travaillait à Roscoff, qui étudiait le développement des œufs d'oursin, ça paraît très curieux cette histoire, mais il s'était aperçu que, en fait, de mettre le lasso, donc dans son milieu de culture, oui, culture, d'élevage, d'oursins, eh bien, ça faisait des malformations. Et ça, c'est un signe très très intéressant parce que ça montre qu'il a des effets, au moins sur ces organismes-là, tératogènes. Et ça a mis la puce à l'oreille à un certain nombre d'autres scientifiques, dans d'autres pays du reste, qui ont étudié les effets maintenant à long terme. Et c'est là qu'a commencé un peu la polémique, parce qu'il y avait ceux qui utilisaient du glyphosate pur, le produit pur, puisque de toute façon, les réglementations, très très souvent, se font sur les produits purs. Et puis ceux qui ont étudié les mélanges. Et là, ça a commencé à diverger, parce que effectivement, selon le type d'agent dispersant, par exemple, qu'on va utiliser, eh bien, on peut obtenir des résultats différents. Dans l'affaire du glyphosate, il se trouve qu'à l'heure actuelle, les Américains, Monsanto, est concurrencé de façon extrêmement importante par les Chinois. Et pourquoi les Chinois ? Qui sont les premiers fabricants de glyphosate aujourd'hui. Comment ? Qui sont les premiers fabricants de glyphosate aujourd'hui. Absolument. Les Chinois. Et alors pourquoi ? C'est parce que effectivement, il semblerait qu'ils aient trouvé un produit, tout le moins une composition qui serait beaucoup moins, on va dire, agressive à long terme que le produit de Monsanto ou des concurrents européens. Et donc, là, on voit bien que l'apport de la science est très important. C'est très, très important. Et à chaque fois, se pose le même problème. Je viens de passer une semaine, tout moins surtout les 3 premiers jours, extrêmement difficiles, au Palais de Justice à Paris, où j'étais l'expert d'une avocate, qui est Corinne Lepage, sur un problème d'incinérateur, donc sur un problème de dioxine. Et le débat a tourné pratiquement sur les 3 jours où on a été 3 à être auditionnés, qui se trouvaient du reste 3 de mes collègues qui ont travaillé ensemble. Le problème a été quelle est la différence entre le danger et le risque. Ça paraît tout bête. Tout bête, tout bête. Ça veut dire le danger, vous avez une voiture, le risque, vous prenez votre voiture. En gros, c'est à peu près ça. Eh bien, il a fallu des heures et des heures pour expliquer d'une part à la juge, d'autre part aux avocats, que c'était le fond du problème. C'était le fond du problème. Et quand on en est encore là, on ne sait toujours pas séparer les deux dans les instances judiciaires. Si, on sait les séparer. La seule chose, c'est que les mots signifient à peu près la même chose pour la majorité des personnes. C'est ça. C'est un problème de langage. Et malheureusement, c'est totalement différent. Si on fait des évaluations de risque, ce n'est pas des évaluations de danger. Et la juge, qui était une personne extrêmement ouverte, en fait, m'a posé la question, parce que j'étais le premier à être auditionné, d'où venait l'intérêt que j'avais à avoir fait des premières
constatation que, en France, tout du moins, que la dioxine était vraiment un produit dangereux. Et je leur ai expliqué l'historique. En fait, pourquoi je me suis intéressé à la dioxine, ce n'était pas du tout dans mes axes de recherche, c'est que j'étais à l'époque au CNRS dans un institut où le directeur, qui s'appelait Guy Ourisson, était en même temps secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, était très très occupé en fait. Et alors qu'on est un institut l'Institut de chimie, on était 300 personnes, donc c'était quand même un institut important. Il était en même temps l'Académie des sciences. Il en est devenu après du reste le président. Et comme il était totalement submergé, il m'a demandé de le remplacer dans une commission qui, à l'époque, devait dédouaner les incinérateurs. Alors pourquoi les incinérateurs? C'était une orientation politique qui avait été du reste portée par Barnier, qui était que les déchets, on doit les brûler. C'était la méthode, et on pensait à l'époque, oui, on va brûler, et puis on mettra ça près d'agglomérations où il y a des tas d'immeubles, et on pourra chauffer les immeubles. Ça partait d'un bon sentiment. Bon sentiment, mais bon. Et il fallait donc brûler. Au contraire, nos autres collègues européens qui très très vite s'étaient aperçus que c'était pas du tout très très sain, hein, en particulier la Hollande, hein, qui avait commencé à avoir des problèmes avec ses incinérateurs. Et donc je suis rentré dans une... Alors ça va vous montrer comment fonctionnent ces institutions françaises qui ont une notoriété internationale. L'Académie des sciences, c'est vraiment ce qui a le top niveau de décisions scientifiques qui sont prises, à la demande de l'État. À chaque fois, il y a des enquêtes. Donc, j'étais dans cette commission du CADAS, où on était 17. Hein. Il y en avait 5 qui... donc, ça traitait du problème de la dioxine, donc, en fait, des produits chlorés. Et donc, il y en avait 4 ou 5 qui venaient de Rhône-Poulenc, qui fabriquaient des insecticides, le lindane en particulier. Et donc, il y avait des intérêts énormes dans les produits chlorés. Il y avait la Lyonnaise des Eaux, etc., etc., l'équivalent de Veolia, mais ça ne s'appelait pas Veolia à l'époque. Et sur les 17, nous étions 2 qui, en fait, n'avions aucun conflit d'intérêt. En gros, ça venait avec ça. Il y avait le professeur Truot, qui était une notoriété française dans le domaine de la toxicologie, mais qui était très âgé, et moi. Alors, pourquoi j'en étais arrivé à penser que cette dioxine, contrairement à tout ce qui se disait en France à l'époque, était un produit dangereux? C'était que je me suis appuyé sur les travaux américains, de l'équivalent du ministère de l'Environnement, qui c'est une agence qui s'appelle EPA. Et eux avaient fait des rapports très très importants, 2000 pages, que avec une de mes collaboratrices, on a totalement épluché. Et à la lecture de ce rapport, contrairement à ce que pensaient tous mes collègues qui pensaient que cette dioxine, en fait, était dangereuse pour les rats, parce que ça donnait des cancers du foie, mais que ce n'était pas dangereux du tout pour l'homme, parce que de toute façon, l'homme n'était pas un rat. Donc ça partait vraiment d'un a priori. Bon, ils n'ont pas totalement tort. L'homme n'est pas tout à fait un rat. Parce que le rat, par exemple, ne parle pas. Nous, on parle. Donc c'est déjà une grande différence. Et dans les travaux américains, il apparaissait très très vite que, en fait, on n'employait pas du tout ce terme à l'époque, mais que ça agissait sur les moyens de communication hormonaux. Maintenant, on appelle ça perturbateur endocrinien. À l'époque, non. Et ils avaient bien mis en évidence que s'ils agissaient comme des hormones, c'est-à-dire qu'ils agissent comme des messagers. Et ils n'agissent pas en tant que produits chimiques, en tant que tels. C'est-à-dire qu'une majorité de produits qui, par exemple, vont modifier notre patrimoine génétique, ils vont le modifier dans sa structure. Ils vont faire ce qu'on appelle des mutations.
Tandis que là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un message qui est transmis, et sur le récepteur du message, eh bien, on change ce message de façon, après, eh bien, à entraîner toute une série d'ordres qui sont donnés. Par exemple, dans le cas de la dioxine, faire des synthèses de protéines qui catalysent des réactions, qu'on appelle des enzymes, et que ces enzymes qui vont transformer des produits qui vont donner, eux, des produits très dangereux, très mutagènes, eh bien, peuvent entraîner des cancers. Et là, il y avait une notion totalement différente. Je pense qu'on a eu des débats extrêmement constructifs au cours de cette journée. Effectivement, on n'était pas très nombreux, mais les échanges ont été extrêmement intéressants. Je pense qu'on a pu se rendre compte des difficultés de la problématique, à la fois pour les scientifiques et leur... disons, le cadre dans lequel ils sont et où ils ont des contraintes qui ne sont pas les mêmes que celles en particulier des politiques. On dit toujours que le temps de la science et le temps du politique, c'est pas le même, mais c'est une évidence. Je crois qu'on l'a vu vraiment au cours de cette journée. Et qu'il y avait donc les intermédiaires entre les scientifiques et les politiques, qui sont la société civile représentée par les associations en particulier, et les médias. Et vous êtes un bon exemple des intermédiaires qui sont aussi des porteurs de parole extrêmement importants. Et dans ce domaine, je pense que le rôle des journalistes a été absolument fondamental. On a parlé de plusieurs journalistes au cours de la journée qui ont joué un rôle pour la connaissance de ces sujets, qui sont des sujets complexes, et où il est toujours très difficile de faire la part des choses, d'établir des causalités. Et donc là, c'est vrai que depuis, quand on fait quand on regarde en arrière et qu'on voit l'évolution de la sensibilisation du public sur cette question santé-environnement depuis 50 ans, il y a quand même une évolution extrêmement importante. Il y a quand même du mieux, et du coup, une prise en compte internationale d'ailleurs, y compris dans des pays où on ne voyait pas ça du tout, comme la Chine, avec les problèmes associés à la pollution, et le rôle des citoyens chinois, en particulier dans les grandes villes, pour obliger les politiques à intervenir. Et c'est aussi à travers l'information qui transite via les médias, via le pouvoir, donc entre autres, des porteurs de médias que sont les journalistes, que ça se fait. Et même en Chine, pas en Inde par contre, où là, manifestement, ils sont fichus de la pollution de l'air. Mais quand on a évoqué la problématique de la vallée de l'Arve, où les enfants, effectivement, à certaines périodes, ne peuvent pas aller dans la cour de récréation alors qu'ils devraient pour cause de pollution, à Pékin, c'est bien pire que ça. On les met sous des bulles où on fait en sorte, c'est vrai, où on fait en sorte de filtrer l'air pour que l'air qui se trouve dans la bulle, quand je dis une bulle, c'est en fait un espèce de chapiteau, et où on filtre l'air pour faire en sorte qu'il ne soit pas soumis à la pollution extérieure. Et donc ce sont alors les médecins du travail des grandes entreprises du CAC 40 en France qui disent nos expatriés, donc les cadres expatriés, les jeunes cadres expatriés, ne veulent plus partir en famille dans un certain nombre de pays à cause des problèmes associés à la pollution. Donc on voit la prise de conscience quand même qui s'est faite à travers les débats, dont le débat auquel on a participé aujourd'hui. Enfin, il faut quand même qu'il y ait des problèmes de santé pour que l'on comprenne les choses. C'est quand même malheureux d'en arriver là. Denise Birou-Navier. Oui, tout à l'heure, dans ma réponse à votre question, je situais mes différentes fonctions en indiquant bien que je n'engageais pas les commissions, aussi bien le Haut Conseil Santé publique que la commission de déontologie et des alertes en santé publique et environnement que je préside. Cependant, au décours de cette conférence, ça prend tout son sens de dire deux mots sur les fonctions de cette commission nationale, la CDNA-SPE, Santé publique et environnement, qui a été créée au titre de la loi qu'on appelle la loi Blandin, Marie-Christine Blandin, et dont les fonctions sont, d'une part, et je fais court,
en tout cas, était, selon les termes de la loi Blandin, et dont on a dit tout à l'heure en début de matinée qu'elles ont été quelque peu altérées de manière imprévue par la loi Sapin II, mais les fonctions étaient d'une part de recevoir des alertes, c'est le terme utilisé, en fait des signalements par la société civile, aussi bien des individus que des personnes morales, de problèmes, en tout cas jugés comme tels pour la santé publique, que ce soit lié à l'environnement ou à d'autres facteurs, mais on s'intéresse ici à l'environnement. À la séance inaugurale et d'installation de notre commission, il y avait Madame Irène Frachon. Donc c'est bien pour signaler que les sujets sont plus... Pour recevoir ces signalements par la société civile, soit parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a un sujet inconnu qui est en train d'émerger, soit qu'ils aient déjà signalé un problème à différentes parties, mais sans être entendus, écoutés et ayant des réponses des administrations compétentes. De telle sorte, et c'est la mission de cette commission, d'assurer le suivi auprès des administrations compétentes pour veiller à ce qu'une réponse soit apportée auprès du lanceur d'alerte. D'une part, ça c'est la première mission. Et c'est sur ce point que la loi Sapin II a quelque peu altéré, mais l'a fait de manière précipitée dans un vote in extremis à l'Assemblée qui a laissé quelques scories qui font que nous pouvons cependant, malgré tout, être saisis. Nous avons commencé à être saisis par un certain nombre d'associations en l'occurrence. Et la deuxième mission, c'est celle à laquelle je faisais allusion, c'est veiller au respect d'un certain nombre de principes déontologiques par l'ensemble des établissements publics, et il y a 34 listés dans un décret de 2014, sur lesquels nous sommes actuellement en train d'investiguer leurs pratiques en matière de déclaration publique d'intérêt, participation de représentants de la société civile auprès des instances de surveillance du fonctionnement de l'expertise de ces organismes, l'INRA, l'ANSES, l'ANSM, le BRGM, etc., etc. Ils sont 34, il y a un grand nombre. Donc, pour non pas être chargé du contrôle, mais dans un effort de progrès, veiller à ce que les bonnes pratiques des uns et des autres concourent à l'amélioration des pratiques des autres, en faisant des comparaisons aussi sur le plan international de ce qui se passe. Donc c'est une œuvre d'amélioration progressive des pratiques. Ceci implique bien sûr des changements culturels, des changements de prise de conscience des différents responsables, respect du rôle de la société civile, de ses représentants à l'intérieur même de ces instances publiques. Et sans doute, puisque nous avons eu les uns et les autres, Béatrice Parence fait partie de cette commission, nous avons des personnalités très expérimentées qui en font partie, des représentants du Conseil d'État, de toute une série d'institutions, qu'aussi on soit en quelque sorte chien de garde auprès des établissements publics et des administrations compétentes pour que réponse soit donnée aux demandes légitimes, ayant fait le tri du bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'il y aura sans doute beaucoup de signalements qui seront jugés infondés après expertise par les organismes compétents et qui seront classés sans suite, mais au moins réponse justifiée, argumentée aura dû être donnée sans le silence malheureusement trop souvent rencontré de la part de ces lanceurs d'alerte, qu'ils soient individuels ou associatifs. Donc c'est ça la fonction principale de cette commission qui, comme le disait dans une certaine mesure et sur un autre sujet Rémi Stama, constitue un élément supplémentaire de la maille, de l'amélioration de notre dispositif de sécurité sanitaire, en règle générale en France depuis 20 ans, qui est considérable. Les progrès ont été impressionnants. Il existe encore des trous dans la maille. On en a récemment. On a été fort étonnés que malgré tous ces progrès, on ait des crises. On aura encore des crises. Quand on se compare à d'autres pays européens, on est loin d'être les plus mauvais de la classe. On est plutôt assez bon. Le sujet glyphosate le montre d'ailleurs, une grande illustration. Un perturbateur endocrinien en est un autre exemple plus général. Voilà l'émission de cette commission. Je pense que ça rentre tout à fait dans les termes des débats que nous avons eus aujourd'hui. Monsieur Bapt, cette commission, J'avais une petite question. Alors, je sais pas, l'épidémiologiste ou j'allais dire le praticien concernant Paul François, le témoin, l'acteur. On nous cite toujours en argument définitif pour disqualifier nos craintes ou les problèmes posés à propos des pesticides,
le fait qu'il y a une étude qui s'appelle l'étude Agrican, qui est gérée par la MSA, et qui montre, y compris M. de Kervasdoué cite cette étude, ancien directeur des hôpitaux, hein, montre que ça se porterait plutôt mieux chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Donc pourquoi venir enquiquiner ces rapports aux agriculteurs avec toutes ces questions de toxiques? Alors je vais faire comme les hommes politiques, je vous remercie de la question. Mais moi, je vous remercie sincèrement, parce qu'effectivement, je vais oublier, mais on n'avait pas trop le temps de parler de l'étude Agrican. L'étude Agrican n'a jamais été, été une étude sur la santé. Elle a été présentée comme l'étude sur la santé des agriculteurs. Alors, quelques chiffres pour que les choses soient claires. Effectivement, alors, je crois de mémoire qu'elle est née en 2007. C'est Pierre Le Bailly qui la dirige, il me semble, que je me tourne vers toi, Emma. Il me semble que c'est 2007, mais peu importe. C'est une étude sur l'état de santé des personnes affiliées à la mutualité sociale agricole. Ça veut dire que dans cette étude, il n'y a pas que des agriculteurs, vous avez aussi des gens qui travaillent dans l'enseignement agricole, qui travaillent dans des scieries, qui travaillent au Crédit Agricole, qui travaillent à la mutualité sociale agricole. Donc il n'y a pas que des agriculteurs, premier point. Et la famille, voilà, des gens affiliés à la MSA. Ensuite, on nous dit donc sur les pesticides, il n'y aurait pas de problème parce que l'espérance de vie de cette cohorte est plus longue et il y aurait moins de cancers. Il y a moins de cancers, il n'y a pas de raison de remettre en cause les résultats de la cohorte qui ont été présentés en 2011 et qui continuent d'évoluer depuis. Et je vais reprendre simplement ce que nous a expliqué Pierre Le Bailly, qui dirige cette étude. C'est que dans cette étude, si on veut faire un lien avec les pesticides, il faut savoir qu'il n'y a que 46% de ces personnes qui ont utilisé de près ou de loin des pesticides. Donc si on faisait une extraction de ces 46% de gens, il serait intéressant de voir si sur le long terme et moyen terme, leur espérance de vie va être plus longue. Et puis, dernier élément, parce que moi je suis avant tout pragmatique, j'ai dit tout à l'heure que j'étais un autodidacte, que je n'avais pas été... Dans le début du bouquin, j'explique mon parcours scolaire, ce qui a été très chaotique. Et je suis avant tout pragmatique. Et mon père qui est décédé à l'âge de 88 ans, ressemblait à beaucoup des agriculteurs de son âge, comme moi, à 54 ans. Et papa, on avait fait un comparatif. Il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans, à 14 ans, et il a arrêté son activité d'agriculteur à 62 ans. Moi, j'ai commencé à utiliser les produits phytosanitaires, pesticides à l'âge de 16 ans, et j'ai arrêté l'utilisation à 42 ans, parce que mon intoxication, c'est une anecdote, n'était pas liée à l'utilisation des pesticides, mais un toxicologue m'a interdit par écrit d'utiliser d'autres produits phytosanitaires parce que ça pourrait peut-être avoir un impact sur ma santé. Donc j'ai arrêté à l'âge de 42 ans d'utiliser des produits phytosanitaires. Eh bien, tout simplement, mon père n'avait pas utilisé 10% des volumes et des matières actives que moi j'avais utilisées avec un laps de temps plus court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma génération qui a 50 ans, c'est eux qui sont exposés. Et je voudrais bien savoir si... On a dit toute la journée, à la fois sur l'amiante et sur les produits phytosanitaires et d'autres molécules. Les effets, ils sont à moyen et long terme. Est-ce que l'espérance de vie de ma génération va être la même que nos parents? J'en suis pas sûr. Se servir de l'étude Agrican, il y a quelqu'un ce matin qui m'a dit, je me souviens de vous, j'étais intervenu au Parlement européen parce qu'un représentant de chez Bayer disait « Ah mais en France, il y a une étude qui montre que l'espérance de vie des agriculteurs est plus longue et il y a moins de problèmes de santé. » Et heureusement que j'étais là parce que, pour rectifier un peu le tir, enfin modestement, et même d'ailleurs le représentant des fermes, Jean-Charles Boquet, qui travaillait pour l'UIPP avant et qui maintenant travaille au niveau européen, un journaliste lui a posé la question ce jour-là, on est en 2015. En 2007, vous avez affirmé qu'il n'y avait aucune victime des pesticides agriculteurs. Est-ce qu'en 2015, vous affirmez la même chose? C'était pour le cache investigation. Jean-Charles Boquet savait que j'étais dans la salle parce qu'on s'était salué en arrivant. Et devant moi, il a osé redire non, mais aujourd'hui, il n'y a aucun problème, aucun agriculteur. Or, la maladie de Parkinson a été inscrite au tableau des maladies professionnelle en mai 2012, et c'était à la veille que le lymphome non-hodgkinien soit inscrit au tableau des maladies professionnelles. Donc il y a bien des victimes. Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, essayer de dire que l'espérance de vie à travers l'étude Agrican, et je sais bien que vous n'avez pas posé la question innocemment, mais je vous remercie vraiment de l'avoir posée, se servir de ça pour dire aux agriculteurs votre espérance de vie est plus longue, il y a moins de cancer. Quand moi je vois mes copains qui ont le même âge que moi, inutile de vous dire que ce n'est pas aux enterrements que je vais aborder le problème de la santé
des agriculteurs, mais c'est mes collègues, et peut-être ceux qui étaient le plus réfractaires il y a 10 ans quand j'ai commencé mon combat, qui viennent me dire « il y en a marre qu'on se retrouve au cimetière ». Parce que des agriculteurs âgés, j'enlève l'association Phytovictimes, parce que là, on a suffisamment d'éléments, mais rien que moi, dans mon secteur, quand je vois le nombre de copains, et ça me met une boule, que j'ai déjà enterrés à 54 ans, qui sont morts avant 60 ans, en partie par des cancers foudroyants, je pense à 2 ou 3, qui ne fumaient pas, qui ne buvaient pas, enfin quand je dis buvaient pas, voilà, qui n'avaient pas de problème et qui avaient plutôt une hygiène de vie saine, qui ne vivaient pas dans des milieux, hormis les pesticides, exposés. Il faut quand même se poser la question. Mais on nous dit que ça ne peut pas être la chimie. Alors j'ai dit, il va falloir qu'on m'explique quand même. Si en agriculture, ça ne peut pas être les pesticides, alors qu'il y a une augmentation, mais Pierre Le Bailly d'ailleurs le dit bien, il ne peut pas le marquer dans son étude, mais Isabelle Baldi à Bordeaux aussi, tous ceux qui sont sur le terrain montrent qu'aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas une augmentation des pathologies chez les agriculteurs, type Alzheimer, en plus toutes les maladies neurodégénératives, et puis au-delà de ça, c'est que moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est quand je vois dans les milieux ruraux ce qui explose dans nos campagnes. Moi, voilà, à titre personnel, excusez-moi de revenir sur mon cas, c'était pas grave que je sois intoxiqué. Enfin, si ma femme et mes 2 filles seraient là, bon, si j'avais été un cas isolé. Ce qui était difficile à supporter pour moi, c'est de voir que je continuais. C'est plus moi qui le faisais, c'était mon salarié qui se protégeait. Alors, c'était compliqué à accepter que ce soit lui qui, même en se protégeant, s'expose. Mais ce qui devenait insupportable, c'est que je traite le long des zones d'habitation. Et quand on parle de perturbateurs endocriniens, ma démarche, elle a été longue, je l'ai dit dans le livre, mais d'imaginer que la rampe de traitement de 30 mètres de large pulvérisée à côté d'enfants, de gardiennes d'enfants, ça devenait insupportable pour moi. Je n'ai pas choisi ce métier pour rendre des gens malades. Donc, et il y a besoin d'études parce que quand on nous le dit, oh, mais vous exagérez. Bon sang, l'alerte des médecins du Limousin, enfin qui s'appelait le Limousin à l'époque, ont trop mis en évidence de ce qui se passait dans les zones d'épandage. Excusez-moi, Frédéric, parce que je suis toujours un peu long, mais je crois qu'il fallait le préciser quand même ce qui... Non, mais tout va bien. Alors ça, c'est très important ce que vient d'être dit sur l'étude Agrican, parce qu'il y a un autre argument qui est avancé, y compris d'ailleurs par le même M. de Carvasdoué, professeur au CNAM, hein, c'est que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, ce qui prouve bien que notre mode de vie est bon. Le problème, c'est que les perturbateurs endocriniens les fait retarder, et puis les perturbateurs endocriniens, ils n'ont un effet que quand il y a exposition. Or, les gens qui arrivent aujourd'hui à limite de vie, ils sont plutôt nés dans les années 30-40. Ceux qui sont exposés à ce risque chimique qui a explosé dans les années 50-60, c'est maintenant qu'on va voir les effets. Or, est-ce qu'un des effets n'est pas cette explosion des malformations à la naissance, que ce soit chez le garçon ou la fille, la puberté précoce? Est-ce que cet effet-là n'est pas dans l'épidémie d'obésité et de diabète, y compris de diabète 1 chez les jeunes enfants? C'est l'alerte des pédiatres ou concernant américains. Certains cancers hormonodépendants. Oui. Alors, je termine là-dessus, puisque la conclusion devait être faite sur les lobbies. Les lobbies ne sont pas toujours là où on les voit le plus. C'est-à-dire, ils ne sont pas toujours dans le lien d'intérêt de l'expert ou l'intervention directe auprès des décideurs de tel ou tel producteur. Ils sont aussi dans la façon dont l'appareil normatif et en principe protecteur est édicté par les puissances publiques. Et je veux citer 2 exemples. Le premier, c'est que, j'en ai parlé ce matin, hein, c'est le fait que, à l'heure actuelle, pour passer dans les agences européennes, on ne se base que sur les études produites par le producteur. Bon, ça, il faut que ça évolue. Un deuxième exemple concerne le bisphénol et ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire. C'est-à-dire que pour le bisphénol, pendant longtemps, les agences ont écarté ce qui n'était pas bonne pratique de laboratoire, même quand ça venait d'instances académiques, ou de l'INSERM ou de l'INRA, peu importe. L'INRA de Toulouse, qui a fait 2 premières mondiales en matière de bisphénol A, ils ont montré que le bisphénol A passait au travers de la peau à partir des tickets de caisse, et notamment chez les caissières du supermarché, par exemple, qui sont des jeunes femmes en âge de procréer. Et une deuxième première mondiale qui a été en montrant chez le chien que le bisphénol
passer directement par la muqueuse buccale du chien. Ils ont montré dans la foulée que sur des cellules épithéliales intestinales humaines, l'imprégnation par des doses filées de bisphénol A modifiait la perméabilité membranaire. C'est-à-dire que ça renvoyait ça à tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'explosion des allergies alimentaires. Et ces études-là étaient écartées. Pourquoi? Parce que l'INRA de Toulouse, il m'a expliqué. Passer par les bonnes pratiques de laboratoire, ça veut dire une étude 2 fois plus chère. Nous préférons faire 2 fois plus d'études que la moitié pour répondre à cette condition-là. Voilà. J'avais participé à un colloque parlementaire à l'Assemblée il y a quelque temps où était une représentante de l'OCDE, puisque ces bonnes pratiques de laboratoire, c'est au niveau de l'OCDE que ça se passe. Et qui nous avait affirmé à l'époque que justement il y avait une réforme qui était en train d'être faite et que ça allait aboutir dans les 2 ans qui venaient. Le problème, c'est que la barrière des 2 ans est largement dépassée et que j'ai l'impression que cette réforme-là n'a toujours pas abouti. C'est pour ça que l'action des lobbies, il faut peut-être la rechercher parfois en amont, chez les décideurs et chez certaines inerties administratives et politiques. Oui. Je termine, moi, en remerciant le muséum qui nous a accueillis. Pas le muséum, le musée des confluents. Le musée. Attention. Ouais. Muséum d'histoire naturelle à Paris. Il y a tous ceux qui sont restés. Et puis il y a le musée des confluences, d'avoir organisé, si je comprends bien, dans la foulée d'une exposition. Effectivement, dans le cadre de cette exposition, mais j'espère que vous êtes tous allés la voir. Parce qu'elle elle est assez remarquable et d'après ce que j'ai compris, elle devrait circuler, n'est-ce pas, hein, elle devrait peut-être aller partir au Québec et peut-être aussi au Japon. Donc, je pense que peut-être Catherine, qui organise cela, pourrait nous le dire. En tout cas, c'est vrai que vous n'étiez pas très nombreux, mais n'empêche que ça a été pour nous aussi très intéressant de débattre. Et ça a été filmé, donc ça sera de toute façon visible sur Internet, tous ces débats. Oui, alors un mot sur l'exposition Vénénum, un monde empoisonné. Donc cette exposition a beaucoup de succès. Parce que nous avons choisi cette thématique sous l'angle de l'interdisciplinarité. Donc je vous invite à la voir et elle a tellement de succès que nous la prolongeons jusqu'au 13 avril 2018. Donc vous aurez encore le temps de la voir ou de la revoir. Effectivement, cette journée, nous l'avons construite avec Franceline. Je remercie l'ensemble de nos intervenants, Frédéric Denez, j'y arriverai jamais. Frédéric Danhé pour la préparation et l'animation des tables rondes. Vous pourrez le retrouver le samedi dans l'émission CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.